Allez, mesdames, 4 secondes, c'est bon. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus pour ceux qui se sont déplacés sur Castres et puis bienvenue à ceux qui nous suivent sur Facebook Live de la CCI du Tarn. Avant de laisser la place au professeur Panier pour cette nouvelle présentation de la loi de finances 2022, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2022, que celle-ci vous apporte bonheur et prospérité à tous. Je tiens à remercier également nos partenaires. Je leur laisserai la parole pour dire un petit mot. L'Ordre des avocats, avec la participation des barreaux d'Albi et de Castres, le Centre gestion agréé du Tarn et bien sûr la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn qui nous reçoit aujourd'hui dans ses locaux. Cette manifestation, vous avez l'habitude maintenant, est réalisée en mode présentiel, mais aussi en retransmission sur Facebook Live de la CCI. Après 45 minutes de présentation par le professeur Panier, nous laisserons la place à un échange de questions-réponses. Alors n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat du Facebook Live et qui nous seront ensuite relayées pour poser les questions directement au professeur. Et avant de débuter, donc, je vais laisser la parole à nos partenaires pour une petite minute de présentation pour qu'ils puissent exprimer leurs attentes. Alors, Maître Chambert, pour l'Ordre des avocats, si vous voulez bien prendre la parole. Bonjour, au nom de l'Ordre des avocats, donc, je tenais tout d'abord à remercier le professeur Panier de sa présence, que nous attendons avec impatience tous les ans. Oui. Et d'ailleurs, je me félicite qu'elle puisse se tenir en présentiel, même si certains sont derrière leur écran en ce moment. Voilà, donc je pense qu'il y a quelques sujets intéressants que vous allez nous développer, et comme tous les ans, nous sommes à votre attention. Voilà. D'accord, merci. Et merci encore. Merci. Olivier Lannes pour le Centre gestion du Tarn. Oui, donc bonsoir à tous. En tant que président du Centre de gestion agréé du Tarn, je suis très heureux de parrainer une année de plus cette présentation de loi de finances avec l'éminent professeur Panier qui arrive à rendre digestibles ces lignes qui ne le sont pas forcément de premier abord. Je tenais à préciser également que le Centre de gestion, c'est une association qui, depuis 1979, accompagne les entreprises du Tarn, mais également des alentours. Ces 4 permanents qui sont là à votre écoute et qui permettent, par le biais de contrôles, d'obtenir quelques avantages fiscaux. Les règles fiscales changent, le centre de gestion s'adapte. Nous sommes en train de travailler pour continuer la mission traditionnelle, bien entendu, mais également développer de nouvelles missions avec, en ligne de fond, le soutien et l'accompagnement de nos entreprises locales. Ça viendra par de nouvelles missions, type les contrôles d'examen fiscaux, mais également un accompagnement au niveau de la formation. Voilà, donc nous vous ferons passer tout un tas d'informations à ce sujet dans l'année à venir. Voilà, en vous souhaitant une bonne soirée. Pour terminer, Philippe Delrieux, qui représente la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn, qui va sans doute nous rappeler que prochainement, on va verser de la taxe d'apprentissage. Ah. Vous voyez, l'essentiel est dit. Donc, l'élu consulaire que je suis donc, ce soir se félicite de vous accueillir en ces locaux, que ce soit en direct, en présentiel, ou que ce soit à travers la visio, à plusieurs titres. Premier sujet, parce que c'est le cœur du sujet de l'activité de la Chambre de commerce que d'apporter de l'information à ses ressortissants. Et par ailleurs, par rapport aux partenaires qui sont autour de la table, qui représentent bien ce monde de l'économie, alors nous allons étudier cette loi de finances, le professeur Panier, qui nous donne toujours une ouverture avec les tenants et les aboutissants des textes, qui sont toujours un intérêt qui nous permet didactiquement de le retenir. Mais pour autant, c'est vrai, un petit mot avec la Chambre de commerce qui a besoin de taxes d'apprentissage et donc les entreprises peuvent verser leur quote-part du 13% auprès des écoles de la Chambre et les cabinets comptables qui sont là ont la faculté aussi d'intervenir auprès de leurs clients pour le faire. Alors, écoutez, il faut y penser, c'est dans quelques jours. Voilà
Oui, parce pardon, oui, je rebondis avant de prendre la parole. Je rebondis sur ce que vous dites. Il y a une disposition transitoire précisément dans la loi de finances de 2022. Ça pour la taxe d'apprentissage, puisqu'à partir de maintenant, vous savez, c'est l'URSSAF qui sera chargé du recouvrement. Ça a été laborieux. Hein. L'URSSAF aurait dû intervenir il y a déjà 2 ou 3 ans, puis ça a été un peu laborieux. Donc ça se fera à partir de 2022. Et donc, ça se fera de manière contemporaine, oui, c'est-à-dire on calculera la taxe sur les salaires de l'année, non pas les salaires de l'année précédente, d'où la disposition transitoire pour 2022, n'est-ce pas? C'est-à-dire que vous devez payer le 13%, parce que les 87% normalement ont déjà été acquittés sur les salaires de 2021, donc il faudra acquitter le 13%, étant bien entendu, dit la loi de finances, que vous pourrez cumulativement ou alternativement imputer les subventions versées au CFA ou les versements faits pour les formations de technologie. C'est la petite disposition transitoire de cette année, oui. C'est prévu dans la loi de finances. Voilà. Voilà, donc les entreprises auront encore cette année des règlements à faire en direct. C'est ça, c'est donc, ça. Donc il faut qu'elles flèchent leur taxe. C'est la chose transitoire. Mais à partir de 2022, donc c'est donc l'URSSAF, vous savez que c'était un projet, plus qu'un projet. Le texte l'avait prévu déjà depuis longtemps. Et puis il y a eu quelques difficultés purement informatique, vous savez. Hein. L'informatique est infiniment plus compliquée que la fiscalité, c'est dire. Hein. Donc voilà. C'est pour ça qu'on a exonéré de des contributions à la formation professionnelle, on a exonéré toutes les sociétés qui sont des assujettis partiels. Car en effet, pour une raison informatique que je suis incapable de vous développer, l'URSSAF ne pouvait pas, ou pouvait difficilement calculer la taxe d'apprentissage pour les assujettis à l'IS partiel. Effectivement, parce que vous savez que quand on est à l'IS, on est soumis à la taxe d'apprentissage, quelle que soit l'activité. Et alors quand on est assujetti partiel à l'IS, on est assujetti partiel aussi à la taxe d'apprentissage, ce qui pose, semble-t-il, des problèmes informatiques à peu près insurmontables, n'est-ce pas? Vous voyez, ce que je veux bien croire, je ne me moquerai jamais de difficultés informatiques, car alors, n'est-ce pas? Ouais. Bien, cela étant dit, vous voyez, j'ai rebondi sur la remarque de M. Delrieux. Donc, d'abord, merci de m'accueillir. Alors, ça me rappelle de très bons souvenirs, parce que je me souviens qu'aucun d'entre vous n'était né. Donc, quand on avait commencé ici à faire des lois de finances, ici, on avait commencé, vous vous souvenez, M. Delrieux s'en souvient peut-être, on avait commencé ici, et donc ça me rappelle de très bons souvenirs. Merci. Donc, bonne année d'abord à tout le monde, à tous ceux qui sont en face de moi. Il y a une foule en face de moi, n'est-ce pas? Vous le voyez là, après la caméra, n'est-ce pas? C'est une foule absolument compacte. Et donc, bonne année à tous, et bonne année à tous ceux qui nous écoutent aussi. Méfiez-vous de tous ces virus qui circulent, n'est-ce pas? Vous savez, les Covid, les TVA, les trucs de ce genre. Donc, c'est des virus qui sont particulièrement redoutables. Alors, je vous propose de faire une synthèse dans cette loi de finances. Alors, je ne sais pas, je parle sous le contrôle des organisateurs. Vous voulez qu'on finisse vers 18h30 et puis il y a des questions après? Ça vous va? Ça vous va comme ça? 18h30 et les questions. Voilà, on pourrait avoir une petite séance de questions. Donc, je vais vous faire la synthèse de la loi de finances. Alors tout d'abord, n'est-ce pas, loi de finances de période électorale, ça ne vous a pas échappé. Alors dans une loi de finances de période électorale, il faut être d'une prudence de serpent, vous savez, avec les grandes réformes. Enfin, il y a des points importants. Alors comme d'habitude, je vous propose en quelques mots, d'abord en quelques phrases, de voir les grands pics, qu'est-ce qu'il y a comme les points les plus importants, et puis nous rentrerons évidemment dans le détail du système. Fiscalité personnelle tout d'abord. Fiscalité personnelle, c'est essentiellement l'IR, hein, l'impôt sur le revenu. Droit d'enregistrement, pas grand-chose, impôts locaux non plus. Donc c'est essentiellement l'impôt sur le revenu. Dans l'impôt sur le revenu, un point important, tant sur le plan purement technique que sur le plan, je dirais, social, c'est la clarification et l'aménagement du crédit d'impôt pour les services à la personne. Vous voyez. Alors c'est un point très important, vous savez, hein, ce crédit d'impôt pour les services à la personne, c'est le plus gros crédit d'impôt pour les particuliers, c'est la plus grosse niche fiscale des particuliers, 50%. Et il y a 2 grands groupes de personnes qui sont concernées, vous le savez, d'un côté les seniors, puisque vous savez qu'il n'y a plus de vieux maintenant, là, la notion de vieux est complètement périmée, donc les seniors d'un côté, puis à l'autre bout de l'échelle démographique, les gardes d'enfants. Donc là, vous voyez, il y a des aménagements que je vous expliquerai qui sont particulièrement importants. Donc fiscalité personnelle, c'est ça le point le plus important. Fiscalité des entreprises. Alors fiscalité des entreprises, il y a d'abord la fiscalité des résultats, les BICIS. Dans les BICIS, le point essentiel, c'est la mise en œuvre du plan des indépendants, vous savez, qui a été défini par le président de la République au 16 septembre. Et donc, c'est le volet fiscal, les volets fiscaux, je dirais, de ce plan des indépendants.
avec les points essentiels, n'est-ce pas, de ce plan des indépendants sur lequel je reviendrai en détail, le statut de l'entreprise individuelle. Ça, c'est un point qui, sur le plan juridique et sur le plan fiscal, est une avancée incontestable. Ensuite, le deuxième volet, c'est la faculté temporaire d'amortissement des fonds commerciaux. Ensuite, le troisième volet, c'est l'aménagement, l'amélioration, je dirais, de l'exonération des plus-values, notamment en cas de départ à la retraite ou en cas de cession de fonds, vous savez, pour une valeur inférieure à 300 000, dont les 300 000 deviennent 500 000. Et puis, un quatrième volet, auquel et les organisations professionnelles et le gouvernement attachent une certaine importance, vous voyez, c'est la formation des chefs d'entreprise. Vous savez, il y a un problème auquel on ne songe pas souvent. Les chefs d'entreprise ont besoin de se former. Nous sommes dans une SCI, une CCI ici, vous voyez. Les chefs d'entreprise ont besoin de se former. Il existe un crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise. Eh bien, on essaie d'améliorer un tout petit peu ça. Alors, en particulier, vous verrez, pour les chefs des micro-entreprises, les micro-entreprises de moins de 10 salariés. Alors c'est vrai que les chefs d'entreprise ne se forment pas volontiers, mais alors les chefs de micro-entreprises, encore moins, vous voyez. Donc voilà, ça ce sont les volets de ce plan. Il y a d'autres choses dans les BICIS, mais les points essentiels, ce sont ceux-là. Alors TVA, ensuite, dans la fiscalité d'entreprise, TVA. Alors TVA, on introduit en France des dispositions des directives, je dirais presque comme d'habitude. Bon, il y a des points mineurs et des points plus importants. Le point le plus important sans doute, n'est-ce pas, de notre vie quotidienne, je dirais, c'est la modification de la notion d'exigibilité sur les livraisons, c'est-à-dire sur les ventes, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à partir du 1er janvier 2023, on décale d'un an, l'exigibilité de la TVA interviendra sur les acomptes. Vous savez, je parle des ventes, je ne parle pas des prestations de services. Sur les ventes, pour l'instant, on y reviendra tout à l'heure, sur les ventes, l'exigibilité, c'était la livraison, c'est-à-dire le transfert de propriété. Autrement dit, il n'y avait pas d'exigibilité au moment du paiement des acomptes. À partir du 1er janvier 2023, il y aura donc l'exigibilité sur le versement des acomptes, sur les ventes. Avantage du système, alors d'abord, on n'avait pas vraiment le choix parce qu'il fallait se conformer à la directive. L'avantage pratique, c'est pour ça finalement que ça a été fait assez volontiers, c'est que ça avance, vous voyez, le droit à déduction chez l'autre, puisque la date de l'exigibilité chez l'un, je rappelle, c'est la date du droit à déduction chez l'autre. Donc en avançant la date d'exigibilité, c'est celui qui reçoit le compte, ça avance le droit à déduction chez celui qui l'a versé. Donc à partir du 1er janvier 2023. Ensuite, dans la TVA, il y a, alors je vous dirais, il y a un petit problème de procédure parlementaire, mais enfin ça, il y a au fond la ratification de la facturation électronique. Vous savez que la facturation électronique a fait l'objet d'une ordonnance au mois de septembre, 15 septembre. Alors donc la loi de finances devait ratifier cette ordonnance. Alors, elle ne le fait pas finalement pour une question de procédure parlementaire, je dirais deux mots à ce moment-là. Sur le fond, il n'y a pas de problème, c'est une question de forme, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel a estimé que la ratification devait se faire dans une autre loi et non pas dans la loi de finances. Enfin, c'est une toute petite question de procédure, de même d'ailleurs, puisque nous avons ici le président du centre de gestion, même pour les centres de gestion, l'ordonnance du centre de gestion sur les centres de gestion mixtes et les mixtes, qui devait être ratifiée par la loi de finances. Sur le fond, il n'y a aucun problème, elle sera ratifiée. Simplement, c'est une question de procédure. C'est ça. Ça ne peut pas figurer dans la loi de finances selon le Conseil constitutionnel, ça doit figurer dans une autre loi. Enfin, c'est un petit détail de procédure. Ensuite, donc, sur la fiscalité d'entreprise, voilà les points essentiels. Ensuite, il y a tout un chapitre sur le recouvrement, les procédures de recouvrement. Avec quelques précisions sur les procédures de recouvrement forcé. Et puis, il y a une précision, toute petite précision, mais qui permet d'élargir un peu le propos. Je me permettrai d'y consacrer quelques minutes, sur un problème qui est techniquement et humainement, surtout, parfois extrêmement délicat, c'est-à-dire la responsabilité solidaire des époux pour le paiement des impôts et la responsabilité solidaire après divorce. C'est-à-dire que cette responsabilité solidaire s'étend après le divorce, d'où la nécessité de faire des actions en décharge de cette responsabilité-là. Ça suscite des difficultés pratiques. Sur le plan humain, c'est parfois un tout petit peu douloureux. Disons d'emblée, je pose d'emblée les problèmes. C'est un problème qui concerne pour l'essentiel les ex
épouse. Voilà. C'est une question au féminin, et c'est la raison pour laquelle la précision dont je vous parlerai tout à l'heure résulte des travaux de la délégation pour les droits des femmes au Parlement. Vous savez, c'est un problème important. Ensuite, donc, il y a le contrôle fiscal. Alors, le contrôle fiscal, bien ma foi, comme d'habitude, on lutte contre la fraude, l'évasion fiscale internationale. Bon, on fait quelques petites choses sur les trusts. Ensuite, on augmente les sanctions, on augmente des sanctions en particulier. Vous voyez, le cas le plus important peut-être ici, c'est la sanction en cas d'opposition aux visites domiciliaires. Vous savez que l'administration peut faire des visites dans le domicile privé ou dans les cabinets d'experts comptables ou d'avocats d'ailleurs, à condition d'obtenir l'autorisation préalable du juge, bien sûr. Et donc, en cas d'opposition à ces visites, on s'expose à des amendes qui peuvent être lourdes, tant qu'elles ont été augmentées. Alors, les oppositions que l'on vise ici, vous voyez, ce n'est pas l'opposition physique. Ça peut arriver, bon, c'est rarissime quand même, que des contribuables s'en prennent physiquement aux agents des impôts. Donc, l'opposition ici est plus simple, plus subtile. C'est l'opposition à la consultation de documents informatiques, c'est-à-dire, en termes simples, lorsqu'on refuse de donner le code d'accès à l'ordinateur. Oui, c'est tout simple. Oui. Vous refusez de donner le code d'accès, donc l'agent des impôts ne peut pas ouvrir l'ordinateur, donc il ne peut pas consulter les documents. Alors dorénavant, cette petite fantaisie pourra coûter jusqu'à 50 000 euros. C'est un détail, enfin oui, l'amende sera vraiment... Et ensuite, 2 mots sur les droits de communication, vous verrez que l'on verra. Voilà, donc voilà les grandes lignes, les grands pics, je dirais, de cette loi de finances. Et donc maintenant, entrons un tout petit peu dans le détail de ce système. Alors donc, on va commencer par la fiscalité personnelle, ensuite la fiscalité des entreprises, ensuite le recouvrement, et puis je terminerai par le contrôle fiscal. Alors, pour la fiscalité personnelle, donc l'impôt sur le revenu. Alors, dans l'impôt sur le revenu, eh bien, il y a d'abord, comme d'habitude, bien sûr, l'indexation des tranches du barème ainsi que des seuils qui sont associés à cela. Alors, cette année, l'indexation se fait en fonction de la hausse des prix hors tabac. Vous savez, c'est toujours hors tabac, n'est-ce pas? Parce que comme ça permet d'augmenter le tabac sans que la hausse des prix en soit affectée. Alors, la hausse des prix hors tabac prévisible cette année est 1,4%. Et donc, l'indexation se fera de 1,4%. Ça pourra peut-être vous surprendre, puisqu'on dit que l'inflation explose, les hausses des prix existent. Non, vous voyez, le ministère des Finances, lui, est impavide. Le ministère des Finances, 1,4%. Ce qui n'est pas surprenant d'ailleurs, parce que depuis des lustres, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais chaque loi de finances, on aboutit à peu près au même chiffre. Vous voyez, toujours un 2, un 3, un 4. Voyez, le ministère des Finances, au moins, a cette constance. Alors, je m'en suis d'ailleurs étonné auprès d'eux certaines fois. Ils me disent, oh non, vous savez, ça résulte de calculs extrêmement complexes, faits par des polytechniciens, autrement dit, un malheureux juriste fiscaliste n'a évidemment pas son mot à dire là-dedans, donc je me suis bien gardé d'intervenir plus dans donc un 4%, oui, dont acte. Alors, quant au calcul de l'impôt, bien, tout à l'heure, je vous ai parlé du crédit d'impôt. Avant de parler du crédit d'impôt, 2 mots de réduction d'impôt. On commence par les réductions d'impôt, bien sûr, et puis après les crédits d'impôt. Alors, dans les réductions d'impôts, il y a une mesure intéressante sur le plan de pratique, mais aussi sur le plan des principes. On transforme une déduction du revenu en réduction d'impôt. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte pour voir la situation. Et vous verrez, ça pose une question pratique, monsieur, mais une question de principe, si je vais insister 2 secondes là-dessus. Oui. Bon, il s'agit d'un mécanisme de location. Un mécanisme de location, nous sommes dans les revenus fonciers. Revenus fonciers, un mécanisme qui existe déjà depuis très longtemps. Et le mécanisme, il porte un nom générique, c'est louer abordable, louer à l'infinitive, louer abordable. C'est-à-dire le mécanisme que je vais vous décrire en un mot permet d'avoir des loyers relativement bas, d'où le mot louer abordable. Alors il s'agit du mécanisme suivant. Vous avez un bailleur, et le bailleur passe un contrat de location, mais il passe le contrat dans le cadre d'une convention qui est passée avec l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat. Et vous avez là 3 catégories de conventions, les locations dites intermédiaires, vous voyez là, la location sociale et la location très sociale. Il y a les trois cas. De surcroît, on peut donner un mandat de gestion à un organisme HLM, ce qui fait baisser encore les loyers. Bref, n'allons pas plus avant dans le détail technique, ce sont des mécanismes qui permettent d'avoir des loyers abordables, d'où le terme, d'où le mot des loyers abordables. Dans ce cas, vous voyez, et là j'en viens à la question de principe, avant la technique, n'est-ce pas, faisons un peu de politique fiscale. Dans ce cas, il faut bien attirer des investisseurs pour acheter le logement destiné à la location. Oui. Il faut attirer l'investisseur. Oui.
Et selon un principe fiscal bien connu, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et donc, on avait prévu, il y a déjà des années, une déduction sur les revenus fonciers. Vous voyez, c'est-à-dire, il y a les revenus fonciers, le loyer, et il y a une déduction qu'on appelait, vous savez, la déduction COS. COS, c'est Emmanuel Cos, c'est-à-dire l'ancien ministre du Logement. Vous savez, ce qu'il y a de bien quand on a été ministre du Logement, c'est qu'on se souvient de votre nom tout le temps, parce que vous avez une déduction, une réduction, un crédit d'impôt, et on se souvient toujours de ça. Sinon, qui se souviendrait par exemple de M. Meignery, à part sa famille, n'est-ce pas? Mais il y a eu un crédit d'impôt. Ah, Meignery, ah oui, le crédit d'impôt. Oui. Voilà. Et donc, c'était une déduction sur le revenu. Cette déduction était variable selon la nature de la convention, selon aussi la localisation. Bref, j'en viens à l'essentiel. Cette déduction pouvait atteindre des pourcentages des taux très élevés, 60% et plus selon les cas. Et voilà ici la question de principe qui a fait l'objet de pas mal de controverses, et vous allez voir la loi de finances qui vient là. Évidemment, quand vous faites une déduction sur le revenu, il suffit d'y réfléchir 3 secondes, ça avantage d'autant plus qu'on a des revenus élevés. Bien sûr, on est dans les tranches les plus élevées, on fait une déduction des revenus, donc ça avantage les riches. Voilà, ça avantage les riches. C'est donc inéquitable. D'accord. Sauf que pour financer le logement social, comme je le dis souvent à mes étudiants, oui, il vaut mieux faire appel à des gens riches qu'à des smicards. Ben oui. C'est là que vous avez le cruel dilemme que nous avons de temps en temps dans la politique fiscale entre l'équité et l'efficacité. L'efficacité, ben oui, il faut attirer des gens qui ont des capitaux. Il faut qu'ils aient un avantage, voyez-vous. L'équité, ouais. Et alors bon, là, s'il y a eu ce débat, c'est pas seulement là, c'est un débat récurrent. Donc il y a eu ce débat et finalement, c'est l'équité qui l'emporte. C'est-à-dire que la déduction COS qui devait s'appliquer jusqu'à 31 décembre 2022 est remplacée par anticipation par une réduction d'impôt. La réduction d'impôt, c'est neutre par rapport au revenu. C'est un pourcentage du loyer. Je vais revenir 2 mots sur les conditions. C'est un pourcentage du loyer, mais l'avantage fiscal est indépendant du montant du revenu. Vous avez la réduction d'impôt, quel que soit le revenu. Donc, c'est plus équitable. C'est peut-être moins efficace. Voilà, vous voyez, c'est ça le cruel dilemme de politique fiscale que nous avons de temps en temps. Alors, les conditions pour bénéficier de cette réduction, c'est les mêmes à peu près que les conditions de la déduction. C'est-à-dire qu'il faudra passer la fameuse convention dont je vous parlais, les trois catégories. Il faudra que le logement présente des caractéristiques environnementales, c'est-à-dire notamment sur les économies d'énergie. Il faudra qu'il y ait un plafond des loyers et un plafond des ressources de locataires, variable évidemment selon la nature de la convention. Bon, vous voyez, l'autre condition très classique aussi qu'on rencontre, on ne pourra pas louer à des membres du foyer fiscal. Vous voyez. Alors, si ces conditions sont remplies, on a droit à une réduction d'impôt, laquelle réduction commence à 15%, mais augmente au fur et à mesure en fonction de 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est, comme je vous l'ai dit, la nature de la convention, location intermédiaire sociale, très sociale. Et puis, deuxième paramètre, c'est qu'on a ou non donné le mandat de gestion à l'HLM. Et dans ce moment-là, le loyer est plus bas et donc la réduction d'impôt est plus haute. Voilà. Donc, voilà, c'est au-delà de l'aspect purement technique. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans cette évolution, c'est ce dilemme toujours entre l'équité et l'efficacité. C'est ça qui fait l'objet de beaucoup de débats. Ensuite, sur les réductions d'impôts, disons qu'on reconduit toutes celles qui venaient à expiration. Alors, par exemple, le 106 Bouvard, c'est location meublée qu'on fait à une maison de retraite ou pour les résidences d'étudiants avec service. On reconduit toutes ces réductions, le Coluche, par exemple, aussi, vous savez, les dons au Resto du Cœur. On reconduit aussi la réduction pour les dons aux associations destinées à lutter contre les violences conjugales. Bon, bref, on reconduit tout ça sans qu'il y ait de modifications particulières. Ensuite, il y a donc les crédits d'impôt, et en particulier dans les crédits d'impôt, il y a essentiellement celui-là, le crédit d'impôt pour les services à la personne. Alors, ces crédits d'impôt pour les services à la personne, d'abord le contexte, pour vous rappeler en 2 mots les grandes lignes. Comme je vous l'indiquais au départ, c'est la plus grosse niche fiscale pour les particuliers, 50%, c'est un taux de 50%. Alors il y a des plafonds, il y a des plafonds et des sous-plafonds. Il y a un plafond de 12 000 € de dépenses qui peut être augmenté en fonction des demi-parts qu'on peut avoir, mais on ne peut pas aller au-delà des 15 000. Alors il y a des sous-plafonds en fonction de la nature des services qui sont rendus, le bricolage, l'informatique, il y a des sous-plafonds. Enfin,
n'entrons pas dans le détail. Vous voyez, c'est donc cette question des 50%. Alors, voilà quel était le problème et les solutions qui ont été apportées. Posons d'abord le problème que ça posait. Le Code général des impôts, jusqu'à présent, disait expressément que pour pouvoir bénéficier de ce crédit d'impôt, il fallait que les services soient rendus dans la résidence du contribuable. Voilà, résidence du contribuable, c'était clair et net. Simplement, l'administration, dans son commentaire, dans le BOFIP, avait dit, bon, c'est vrai que le texte dit qu'il faut que les services soient rendus dans la résidence, mais l'administration admettait que l'on puisse bénéficier du crédit d'impôt, même pour des services rendus hors de la résidence, à une condition que ces services rendus hors résidence soient compris dans un paquet de services dont certains d'entre eux étaient rendus dans la résidence. Vous voyez ? C'est-à-dire, vous avez donc un paquet de services, certains sont rendus dans la résidence et d'autres hors résidence, et dans ce cas, l'administration disait, pour une liste de services, on dirait quelques mots dans un instant, on pourra bénéficier de ce crédit d'impôt. C'était donc un assouplissement, voyez-vous, c'est-à-dire le texte disait uniquement pour les services rendus dans la résidence, et puis cet assouplissement qui était donné par le commentaire de l'administration. Bon, voilà quel était le cadre juridique. Le litige qui a surgi, une maison de retraite à Auch, dans le Gers, c'est pas loin de chez nous. Cette maison de retraite, outre la gestion de la maison de retraite, elle rendait certains services, à savoir la livraison des repas à domicile pour des personnes âgées. Vous voyez, quelquefois, sur le plan social, c'est quelque chose d'important. Donc, livraison de repas à domicile pour les personnes âgées. Question, est-ce que ces personnes ont droit ou non au crédit d'impôt ? L'administration le dit, ah ben oui. La livraison des repas à domicile, c'est dans le cadre de cette interprétation que je viens de vous indiquer, à savoir, vous n'y avez droit que si c'est compris dans un paquet de services. Or, la plupart de ces personnes âgées gersoises n'avaient pas de paquet, donc n'avaient pas droit au crédit d'impôt. Pas droit au crédit d'impôt en disant, dès lors que la livraison de repas à domicile n'est pas compris dans ce paquet, vous n'avez pas droit au crédit d'impôt. Bon, ils sont allés jusqu'au Conseil d'État. Alors, au Conseil d'État, ils ont gagné. Oui, victoire à la Pyrrhus. Que dit le Conseil d'État ? Vous allez voir pourquoi il fallait faire la loi de finances. Le Conseil d'État dit, ah oui, mais ce qui est illégal, c'est le commentaire de l'administration, le paragraphe du BOFIP. La loi dit, pour bénéficier du crédit d'impôt, il faut que les services soient rendus dans la résidence. Vous, l'administration, vous dites, ah oui, mais même si ce n'est pas rendu dans la résidence, on peut en bénéficier. Et non, vous ajoutez à la loi, donc c'est illégal. Donc je vous dis, on annule ça, ce qui signifiait que si on n'avait rien fait, tous les services qui étaient rendus aux résidences n'auraient pas bénéficié du crédit d'impôt. Vous voyez, même s'il n'y avait pas eu ces... Et c'est la raison pour laquelle il a fallu modifier la loi. C'est-à-dire que dans la loi de finances, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on légalise l'interprétation administrative. En d'autres termes, vous avez ici deux grandes catégories de services. Première catégorie de services, les services rendus hors de la résidence, mais qui sont compris dans un paquet. Et là, entre autres, vous avez toute une liste, mais entre autres, vous avez la livraison des repas à domicile, c'est-à-dire la légalisation de l'interprétation administrative. Et puis, deuxième catégorie de services, les services qui sont rendus dans la résidence, à l'intérieur de la résidence, et là, qui peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt, même s'ils ne sont pas compris dans un paquet. Alors là, vous avez, prenons le cas des repas, tiens, vous voyez, la livraison du repas à domicile hors résidence, donc il faut qu'il y ait un paquet. La préparation du repas à domicile, une personne vient préparer le repas à domicile, là, on y a droit, même si ce n'est pas dans un paquet, puisque là, c'est fait dans la résidence. Vous avez aussi l'assistance administrative, l'assistance informatique, enfin, vous avez toute une liste que vous pourrez retrouver, bien entendu. Ici, on a ajouté la demande d'un parlementaire, il a eu raison. Le parlementaire dit qu'il faut éviter qu'il y ait de contestation. Et on a ajouté un service qui sera toujours éligible au crédit d'impôt, n'est-ce pas, même s'il... C'est un service d'assistance à des personnes âgées. Vous connaissez sans doute ce système, à savoir, vous savez, le système dans lequel la personne âgée elle est appareillée. Hein, elle appuie sur un bouton lorsqu'elle a un problème et ça fait répercussion chez une personne qui peut lui rendre immédiatement un service. Et donc ça, est-ce que c'est fait hors résidence ou dans la résidence, oui, on pourrait en discuter à perte de vue. Et donc, pour éviter qu'il y ait toute contestation, on l'a mis noir sur blanc. Ça. Dans la loi, vous verrez, on dit ça ouvre droit au crédit d'impôt. Est-ce que c'est hors service ou pas, ça ouvre droit toujours au crédit d'impôt. Et puis, il y a, vous voyez, dans ça, c'est la loi de finances, hein, mais allons un petit peu plus loin maintenant. En application de la loi de financement de la sécurité sociale, une avancée.
Parce qu'en effet, quel est le problème de ce crédit d'impôt? C'est bien connu, il faut le rappeler en 2 mots. Le crédit d'impôt, vous savez, maintenant, avec le système du prélèvement à la source que nous avons, les prélèvements mensuels ne tiennent pas compte du crédit d'impôt. Vous savez, le prélèvement mensuel se calcule hors crédit d'impôt. Donc le crédit d'impôt, on en bénéficie à la fin de l'année, quand on met l'impôt en recouvrement. Autrement dit, on fait l'avance. Vous voyez, il faut payer le service, on a droit au crédit d'impôt, mais le crédit d'impôt n'apparaît qu'à la fin de l'année. Alors, pour atténuer cet inconvénient, cette avance, vous le savez, on a prévu qu'au mois de janvier, cette année c'était le 17 janvier, c'était dans la semaine dernière, on a versé un acompte de 60%, un acompte de crédit d'impôt de 60%. Néanmoins, malgré l'acompte, 60%, néanmoins, il y a quand même une avance qui est faite. Dès lors, la loi de financement de la sécurité sociale prévoit l'attribution dite contemporaine du crédit d'impôt. Vous voyez ? C'est-à-dire, alors cela, je vais souligner les conditions immédiatement, mais comment ça fonctionne, ça? Ben, ça fonctionnera de manière suivante, à compter de janvier de maintenant. C'est-à-dire que le contribuable ne paiera comme service que 50%. Les 50% restants, autrement dit le crédit d'impôt, sera payé directement par les organismes sociaux. C'est le contemporain, oui, donc ils ne feront plus l'avance de l'impôt, ils ne feront plus l'avance du versement. Vous voyez, c'est une avancée. Simplement, ici, il y a quelques conditions. À savoir, si vous êtes concerné, vous voyez, en 2 mots. Ce système-là s'applique dès maintenant, dès le mois de janvier 2022, pour ceux qui font appel à la plateforme CESU. Vous savez, si vous êtes familier de ce genre de choses, vous savez, le CESU, CSU. Donc pour cela, cette application immédiate. Pour les personnes qui font appel à une entreprise prestataire, normalement, le système devrait être mis en place à la fin du semestre, c'est-à-dire en juin-juillet. Et puis, il y a un petit problème actuellement, n'est-ce pas? C'est ceux qui font appel à une autre plateforme, Page Emploi. Alors, ceux-là ne sont pas concernés pour l'instant par ce système. Pour eux, ça serait à partir de 2024. Ça serait, je veux dire, conditionnel. Alors, le problème, c'est que dans cette Page Emploi, dans ces services-là, il y a les assistantes maternelles. Et c'est là que le bas blesse un tout petit peu. C'est pour ça que j'en parle au conditionnel, parce qu'actuellement, il y a quelques contestations, d'après ce que je crois savoir. Un certain nombre de gens qui disent, mais enfin, c'est pas normal que ces genres de services, assistance maternelle, ne soient pas concernés immédiatement par cette avancée. Alors, à suivre, si vous êtes concerné par ça, je crois qu'il y a des négociations, je crois qu'il y a des contestations, mais enfin, là aussi, c'est semble-t-il une question informatique, vous voyez, parce que alors, sur ce crédit d'impôt, il y a plus de 2 millions de personnes qui en bénéficient. Ça, c'est pas un crédit d'impôt confidentiel, c'est le plus gros crédit d'impôt. Donc, semble-t-il, les organismes sociaux ont du mal peut-être à s'adapter. Donc voilà, oui, ce crédit d'impôt, je me suis arrêté quelques minutes parce que sur le plan social, c'est vraiment quelque chose d'important. Alors, passons maintenant, si vous voulez bien, à la fiscalité des entreprises. Alors, dans la fiscalité des entreprises, on va donc voir les BICIS, la fiscalité des résultats, puis ensuite, on parlera de la TVA. Dans la fiscalité des résultats, donc, j'insisterai sur cet aspect, le plan des indépendants. Quelques petites choses auparavant, n'est-ce pas, ou en chemin, en quelque sorte. D'abord, dans le champ d'application des BICIS, on élargit un tout petit peu le champ d'application du régime des jeunes entreprises innovantes. Alors, les jeunes entreprises innovantes, vous savez, c'est le start-up la plupart du temps. Donc, elles sont jeunes entreprises innovantes. Elles sont jeunes et innovantes. Oui. Alors, elles sont jeunes, c'est-à-dire elles devaient être créées jusqu'à présent depuis moins de 8 ans. Et donc, elles le seront maintenant depuis moins de 11 ans. De 8 ans, on passe à 11 ans. Alors, innovante, ça ne change pas, mais pour être jeune entreprise innovante, il faut qu'au moins 15% du montant des dépenses soient des dépenses de recherche, c'est donc des start-up en quelque sorte. C'est important, c'est intéressant, vous voyez, parce que vous allez voir, le régime, je vous le rappelle d'un mot, elle bénéficie d'exonération de cotisations sociales. La loi de financement de la sécurité sociale aussi passe de 8 à 11 ans. Elle bénéficie d'exonérations d'impôts locaux. Et elle bénéficie également d'exonération d'IS dans des conditions tout à fait intéressantes, tellement intéressantes d'ailleurs que la Commission européenne a dit que c'était le meilleur régime européen. Ça, oui, c'est rare que la Commission nous donne de tels statistiques, ça mérite d'être souligné. Oui, simplement ici, ce qui est astucieux, je trouve, c'est-à-dire elles sont exonérées de l'IS en totalité
pour leur premier exercice bénéficiaire. On ne dit pas le premier exercice, hein, parce que le premier exercice, souvent, ça ne sert à rien, l'exonération, parce que le premier exercice, on ne fait pas de bénéfice. En disant le premier exercice bénéficiaire, même si c'est le deuxième, le troisième ou autre, c'est un avantage, et on bénéficie d'un abattement de 50% pour le deuxième exercice bénéficiaire. Donc voilà, un élargissement. Ensuite, toujours dans le champ d'application, on trouve la reconduction de tous les régimes de faveur liés à l'aménagement du territoire. Alors en particulier, je sais qu'ici vous en avez, des ZRR. Hein. Les ZRR, c'est reconduit, les zones de revitalisation rurale. Donc tout ça, c'est reconduit. Alors pour les ZRR, un mot simplement aussi, je me permets d'y l'ajouter. Vous savez que l'originalité du régime des ZRR par rapport aux zones franches et autres, c'est que dans les ZRR, on peut bénéficier de l'exonération si on crée une activité, mais aussi si on fait une reprise d'activité. La reprise d'activité intervient. Oui, à titre mémotechnique, vous pouvez voir, lorsque la députée qui était à l'origine de cette création des ZRR a dit ceci, elle a dit « Dans nos campagnes », c'est une députée et une élue d'une zone rurale dans le centre de la France, dans nos campagnes, dit-elle, ce qui est important, c'est évidemment de créer des activités, mais ce qui est encore plus important, c'est de maintenir celles qui existent déjà. C'est intelligent. Donc, la reprise est donc ainsi susceptible d'être exonérée. Je me permets simplement de signaler ceci. C'est que le Conseil d'État, depuis quelques mois, a une jurisprudence qui est relativement libérale. Car en effet, dans la loi, on ne définit pas ce qu'est une reprise. On vous dit, vous bénéficiez de l'exonération en cas de reprise, mais il n'y a pas de définition. Et alors, l'administration avait donné une définition un peu restrictive, et le Conseil d'État, lui, a donné une définition qui me paraît beaucoup plus raisonnable. Qu'est-ce que c'est qu'une reprise? Dans la reprise, il faut qu'il y ait la volonté non équivoque, enfin je cite, la volonté non équivoque d'assurer la pérennité de l'entreprise. Je vais prendre un exemple, un tout petit exemple simplement, vous voyez. Vous reprenez les parts d'une société en ZRR. L'administration disait jusqu'à présent, vous ne pouvez bénéficier de l'exonération que si vous avez au moins 50% du capital. Un arrêt du Conseil d'État concernant, dans le Lot, vous voyez, une personne reprend l'intégralité des parts d'une SCP d'huissier. En fait, c'était le fils qui reprend l'intégralité des parts de son père. Il reprend l'intégralité des parts, mais avec cette reprise, il ne possède qu'un tiers du capital de la SCP, dont l'administration dit « vous n'y avez pas droit, puisqu'on n'avait pas 50%. » Et le Conseil d'État lui donne raison au contribuable. Il dit « oui, parce qu'il y a volonté non équivoque d'assurer la pérennité. » Eh oui, quand vous achetez l'intégralité des parts, c'est que vous voulez continuer, bien sûr. Vous voyez, donc je me permets de vous rappeler ceci, parce qu'actuellement, il y a donc une volonté d'élargir un tout petit peu le champ d'application de l'exonération à travers cette notion de reprise, vous voyez, qui n'est pas définie par la loi, et donc l'administration avait une interprétation quelque peu restrictive de ceci. Alors, dans le champ d'application, mais là, nous commençons à aborder le premier volet du plan des indépendants. Alors, le premier volet du plan des indépendants concerne l'entreprise individuelle. Voilà, concerne le statut de l'entreprise individuelle avec les possibilités d'option pour l'IS. Voilà. Alors, ici, il faut en quelques mots, pour bien comprendre la situation, en quelques mots, rappeler au fond quel est le problème, quel est le contexte, et puis ce qu'on a fait jusqu'à présent et ce qu'on est en train de faire. L'entreprise individuelle, d'abord une petite observation préliminaire. Nous avons ici le président du centre de gestion, il sera content de l'apprendre, il le sait. C'est que dans les 4 millions d'entreprises que nous avons en France, la majorité sont individuelles. Vous voyez, on oublie ça, on oublie ceci, on ne parle que des sociétés, et même à Bercy, on ne connaît que les sociétés à l'IS, en dehors de la société à l'IS. Mais la majorité des entreprises sont des entreprises individuelles. Quel est le problème de l'entreprise individuelle en France? C'est le Code civil, à savoir l'unité du patrimoine. C'est-à-dire le Code civil, vous savez, nous dit l'ensemble du patrimoine répond de l'ensemble des dettes. Eh oui, voilà. Donc tout le problème, c'est que si vous avez des dettes professionnelles, ça peut se répercuter sur le patrimoine personnel, et donc effectivement, ça bloque le développement de l'entreprise individuelle, qui par ailleurs présente beaucoup d'avantages. Je suis un partisan de l'entreprise individuelle pour les petites activités, pas pour les grosses, mais pour les petites activités, l'entreprise individuelle, c'est souple, c'est simple. Bon, voilà. Bref, il y a cette question-là de l'unité du patrimoine. Alors, résumons en 2 mots ce qu'on a fait pour ça. Résumons les points essentiels pour essayer de résoudre la question. Les quelques étapes. 1985, on crée le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Le URL, vous le savez, ça,
c'est une personne morale, c'est une société, c'est une SARL, avec un seul associé. Voilà. Donc ça sépare les patrimoines, effectivement. Bilan, puisque 1985, bilan mitigé. Mitigé. Des EURL, il y en a, bien sûr, vous en avez probablement, vous pensez, il y en a moins que ceux qu'on escomptait. On pensait que là, il y en aurait des quantités, bon, le nombre est relativement limité. Et de surcroît, c'est vrai, des fois, vous voyez, quand on fait des réformes, on ne sait pas à quoi ça aboutit. Là, l'EURL était prévu pour les petits, et finalement, ce sont des holdings qui finalement se sont constitués souvent d'EURL. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé, il y a une disposition qui dit qu'on peut rendre insaisissable la résidence principale, ou qu'on peut rendre insaisissable également les immeubles qui ne sont pas affectés à l'activité professionnelle. Un flop, parce que le banquier n'accepte pas, évidemment. Bon, flop. Ultime tentative, avant de faire ça, on a créé il y a une dizaine d'années le IRL, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le IRL. C'est-à-dire on transfère à l'EIRL les biens qui sont utiles, c'est ce qui est de la loi, utiles pour l'activité de l'entreprise. Le IRL, différence par rapport à l'EU, le IRL n'a pas la personnalité morale, ce n'est pas une société, n'a pas la personnalité morale, c'est simplement une séparation des patrimoines, effectivement. Bilan, puisqu'il y a une dizaine d'années qu'on l'a créé, bilan, un flop. Des EIRL, il y en a quelques-unes, d'après les derniers renseignements que j'ai pu recueillir, d'en avoir 1500 en France. Bon, il y en a, c'est pas. Et donc, il faut remettre le travail. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Actuellement est devant le Parlement un projet de loi qui a été voté par le Sénat et qui est en discussion actuellement à l'Assemblée. Donc ça devrait être voté dans les jours prochains, je pense. Cette loi, c'est une loi qui modifie le Code de commerce. Et dans le Code de commerce, donc, on prévoit la séparation des patrimoines. Dans le Code de commerce, pas dans le Code civil. C'est-à-dire on prévoit la séparation entre le patrimoine privé et le patrimoine professionnel. C'est-à-dire on crée, comme on dit en termes juridiques, on crée une sorte de patrimoine d'affectation sur le modèle du Code civil allemand. Vous voyez, mais un patrimoine d'affectation, c'est-à-dire que, à l'exception de quelques cas, les dettes professionnelles ne se répercuteront pas sur le patrimoine personnel, à l'exception, par exemple, de la dette de l'impôt sur le revenu en l'état actuel du texte. Donc, vous voyez, on sépare les patrimoines. Et par conséquent, dans la loi de finances, par anticipation, on tire les conséquences de cette loi, par anticipation, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce que je vais vous dire maintenant ne rentrera en vigueur que après l'entrée en vigueur du projet de loi, celui qui est en train d'être discuté, qui normalement, je le répète, devrait être voté dans les jours qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la loi de finances? Eh bien, finalement, on va adapter à ce patrimoine professionnel qui donc est créé, on va adapter ce qu'on avait jusqu'à présent pour le IRL. À savoir qu'il y a un article du Code général des impôts, l'article 1655 sexies, qui dit que on pourra, dans le patrimoine professionnel, pourra opter pour l'IS. Pour opter pour l'IS, c'est-à-dire il faudra opter pour le statut d'EURL, et cette option pour le statut d'EURL vaudra option pour l'IS. Ce qui est actuellement le régime de l'EIRL. Vous voyez, l'EIRL peut opter pour le statut de l'EURL, et cette option pour le statut de l'EU vaut option pour l'IS. Et donc, on transpose ça. C'est-à-dire l'article dont je vous parle, c'est le 155 sexies, on y ajoute un alinéa. L'alinéa qui était prévu pour les EIRL, on y ajoute l'alinéa pour le patrimoine, pour ce patrimoine professionnel. Voilà. Alors, dans ces conditions, on pourra donc, vous savez, c'est original, une entreprise individuelle qui sera soumise à l'IS, qui pourra donc opter pour le régime l'IS. Alors, quelques petites précisions, sans entrer tout à fait dans le détail, pas trop le temps ici. C'est-à-dire que l'option pour le statut de l'EURL est définitive, elle est irrévocable. En revanche, l'option, ça vaut option IS, mais l'option de l'IS, elle, n'est pas irrévocable parce que vous savez, on renvoie au texte de droit commun. Et un texte de droit commun, depuis quelques années, vous savez, quand on opte pour l'IS, on peut renoncer à l'option, mais dans les 5 ans de l'option, et donc on retrouve ça ici, dans les 5 ans de l'option, on peut renoncer. Dans ce cas-là, donc, on sera soumis à l'IS, sauf que là, il va falloir tenir compte d'un autre élément, parce que IS signifie bien sûr revenu distribué. Et donc là, ce qu'on nous dit, c'est que la fraction des revenus distribués qui passera 10% du montant du bénéfice net, cette fraction-là sera soumise aux cotisations sociales.
car sinon, vous voyez, ça aurait pu être une forte l'évasion sociale dans ces cas-là. Donc ça, c'est la première, si vous voulez, c'est le premier volet de ce plan des indépendants. Le deuxième volet de plan des indépendants, c'est l'amortissement temporaire des fonds commerciaux. Alors ici, 2 mots aussi pour replacer les choses dans leur contexte, parce que évidemment c'est un point aussi important. D'abord, vous voyez, l'amortissement. Rappelons quand même les grands principes de la comptabilité. Il faut quand même avoir les pieds sur terre, surtout qu'il ne faut pas que les exceptions cachent le principe. L'amortissement, c'est la constatation de la dépréciation d'un bien en raison de l'usure du temps. Une immobilisation incorporelle ne se déprécie pas avec l'usure du temps. On peut se déprécier pour d'autres raisons, mais pas l'usure du temps. Donc, n'oublions quand même pas que la voie normale pour constater la dépréciation d'une immobilisation incorporelle, telle que les fonds commerciaux, la voie normale, c'est la provision pour dépréciation. C'est comme ça, la voie normale. Simplement ici, il se trouve que la jurisprudence du Conseil d'État, depuis déjà quelques années, les années 1980, prévoit que sous certaines conditions, on peut amortir des immobilisations incorporelles. Alors, la condition étant celle-ci, je cite entre guillemets le motif du Conseil d'État, s'il est normalement prévisible que l'entreprise cessera d'utiliser cet IMO à partir d'une certaine date. Et donc, si c'est normalement prévisible, le Conseil d'État dit on peut amortir sur cette durée-là. Ça, c'est la jurisprudence des années 80, mais dans un arrêt de principe, alors c'est le 1er octobre 1999, le Conseil d'État avait dit qu'en tout état de cause, on ne pouvait pas amortir un fonds commercial, un fonds de commerce. Ça, ce n'était pas amortissable. Alors pourquoi ce n'est pas amortissable? Parce que la durée d'utilisation n'est pas normalement prévisible, puisqu'un fonds de commerce, vous avez acquis un fonds de commerce, vous ne pouvez pas savoir pour combien de temps. Bon, donc, depuis 1999, l'affaire paraissait réglée. Où les choses ont évolué? Les choses ont évolué avec la réforme du plan comptable. Voilà. Alors, faisons ici un va-et-vient entre la comptabilité et la fiscalité, parce que c'est ça la question, le va-et-vient entre les deux. Le plan comptable. Le plan comptable est modifié à partir de 2014, parce qu'on a introduit en France des directives européennes. Que nous dit le plan comptable? Il nous rappelle quand même un principe, je me permets une fois de le souligner. Les fonds commerciaux ne s'amortissent pas. D'abord, une petite question de vocabulaire. L'expression fonds commercial, vous voyez, ça c'est une expression comptable. Il y a un compte en comptabilité, le fonds commercial. L'expression fonds de commerce, c'est une expression juridique. Vous voyez. Alors les deux coïncident assez largement. Enfin, vous voyez, soyons rigoureux dans le vocabulaire. Le fonds commercial, le fonds de commerce, ce sont deux notions distinctes. Il y a une notion comptable et une notion juridique. Bien. Le plan comptable commence par nous dire ceci. Il dit, ça, c'est pas amortissable. Et c'est pas amortissable. Pourquoi? Eh bien, toujours le même motif. C'est parce qu'on ne peut pas prévoir la durée d'utilisation. D'où le plan comptable ajoute, mais si, par exception, on peut prévoir la durée d'utilisation, alors à ce moment-là, ce sera amortissable. Et donc, le plan comptable dit, voilà, si on peut justifier que la durée d'utilisation sera limitée, exemple, le fonds en question, le fonds commercial, c'est l'exploitation d'un contrat ou d'une concession qui a une durée limitée de 10 ans, etc. Là, le plan comptable, ça, par exception, vous pouvez l'amortir. Et puis, il ajoute, le plan comptable, que les petites entreprises, c'est-à-dire moins de 50 salariés, pourront, elles, amortir sur 10 ans les fonds commerciaux qu'elles ont acquis. Ça, c'est la tolérance qui figure dans le plan comptable. Bien. Passons maintenant de la comptabilité à la fiscalité, puisqu'on va faire le va-et-vient. Quels sont les liens entre la fiscalité et la comptabilité? Je vous rappelle qu'il y a un texte de base, de principe, vous voyez, je dis toujours qu'il devrait figurer au fronton de tous les cabinets d'experts comptables. C'est l'article 38 quater de l'annexe 3 CGI, qui nous dit ceci. Pour le calcul du résultat fiscal, les entreprises doivent respecter le plan comptable, sauf si ces dispositions du plan comptable sont incompatibles avec le droit fiscal. Voilà. Eh bien, revenons à la fiscalité. Le plan comptable dit que les petites entreprises peuvent amortir sur 10 ans. Eh bien voilà, une petite entreprise, une petite pharmacie du centre de la France comptabilise un amortissement et le déduit. Et donc l'administration lui fait la réintégration au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, qu'est-ce qu'il dit? Ben non,
cet amortissement-là est incompatible avec le droit fiscal et donc, effectivement, ce n'est pas déductible. Le Conseil d'État juge ça le 8 septembre 2021. Le président de la République présente son plan le 16 septembre, la semaine d'après, et il prévoit la possibilité de l'amortissement. Bah oui, qu'est-ce que vous voulez, un président de la République ne va pas s'arrêter à des considérations du Conseil d'État. Et oui, on nous dit, à titre temporaire, vous pourrez amortir. Mais entrons dans le détail maintenant, un peu dans le détail de l'analyse de la loi de finances. La loi de finances modifie l'article 39 du CGI, lequel article 39, c'est l'article qui énumère les charges déductibles. L'article 39 nous dit d'abord ceci, principe, l'amortissement du fonds commercial n'est pas déductible. Oui, je me permets de souligner ça, comme le plan comptable, parce qu'à force de parler des exceptions, on a oublié le principe. Et donc là, l'administration profite au fond de l'occasion de dire, écoutez, on va quand même mettre les choses bien au clair, on va dire que ce n'est pas déductible. Sauf, alors voilà, c'est le président de la République qui avait prévu ça, sauf une mission temporaire, c'est-à-dire que l'on pourra temporairement déduire un amortissement comptabilisé, bien sûr, ce qui signifie un amortissement qui soit conforme aux règles du plan comptable. On pourra déduire cet amortissement-là pour les fonds commerciaux qui sont acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025. Mais c'est une exception. C'est donc le principe, c'est qu'on ne peut pas. Mais ça, c'est une exception qui est temporaire, d'où l'admission temporaire qui est dit ici. De surcroît, la loi de finances ajoute un point qui paraît aussi évident. On ne pourra pas cumuler en fait un amortissement et une provision. Puisque je vous l'ai dit, quand même, la voie normale pour constater la dépréciation d'un fonds, c'est la provision pour dépréciation. Donc on ne pourra pas le cumuler, mais ici, ce principe de non-cumul prend un aspect un peu particulier, n'est-ce pas? C'est-à-dire que normalement, une provision, lorsqu'elle est sans objet, vous la réintégrez de l'exercice. Ici, c'est une réintégration échelonnée sur plusieurs exercices. C'est-à-dire, ça sera ceci, vous voyez, on part de cette idée, bon, du bon sens, mais enfin voilà. On réintégrera chaque année la différence entre deux choses. Premier terme de la différence, le montant total de l'amortissement qu'on aurait pu constituer si on n'avait pas fait la provision. C'est-à-dire, je reprends le cas de la petite entreprise dont on dit qu'elle peut être amortie en 10 ans, donc ça ferait un dixième. Oui. Donc voilà, ça c'est le premier terme de la différence, moins, deuxième terme de la différence, le montant de l'amortissement qu'on a réellement pratiqué. Parce qu'en effet, c'est logique, bien sûr, si on a amorti mais qu'on a provisionné, normalement, on a dû amortir moins pour tenir compte du fait qu'on a constaté une partie de la dépréciation par la provision. C'est de cette idée que le texte est parti. Vous voyez. Et donc ce qu'on réintégrerait, ce serait la différence, ce qui correspondrait grosso modo, vous voyez, à une fraction de la provision qu'on réintègre sur plusieurs exercices. Donc voilà quel est le système. Mais encore une fois, je me permets d'insister un tout petit peu parce que j'ai remarqué que finalement, parfois l'exception l'emporte sur la règle. N'oubliez pas que la loi pose d'abord le principe que l'amortissement sur le fonds commercial n'est pas déductible. Vous voyez, n'est pas déductible sauf cette admission tout à fait temporaire. Ensuite, le troisième volet de ce plan des indépendants, c'est donc, comme je vous l'ai dit, l'amélioration du régime des plus-values. Alors, sur l'amélioration du régime des plus-values, 3 points, si vous voulez, pour éclairer un peu le débat, les points essentiels. D'abord, les plus-values réalisées lors du départ à la retraite d'un chef d'entreprise individuelle, article 151 septième grand A, commençons par lui. Un chef d'entreprise PME, chef d'entreprise individuelle prend sa retraite, c'est l'article en question, 151 septième grand A, deux aménagements sur cette question. Premier aménagement pour les fonds qui sont donnés en location-gérance. Car en effet, vous le savez, jusqu'à présent, le texte disait que pour pouvoir bénéficier de l'exonération, dans ce cas-là, il fallait vendre au locataire. Si on vendait à un tiers, on ne bénéficiait pas de l'exonération. Par conséquent, ça compliquait un tout petit peu les choses. Donc on supprime ceci. Dorénavant, donc, on pourra bénéficier de l'exonération même si on vend à un tiers. Notez simplement le texte de la loi de finances qui précise qu'il faut vendre l'intégralité des biens qui ont été donnés en location-gérance. Donc c'est un petit assouplissement. Deuxième aménagement, toujours pour ce départ à la retraite. Alors ce deuxième aménagement, d'abord je vous dis pourquoi ça a été fait, et comme ça vous verrez, le texte en découlera, je dirais, logiquement. C'est un texte très lié à la Covid, très lié à la Covid.
C'est-à-dire qu'on a constaté, vous-même sans doute vous avez dû le constater, on a constaté qu'un certain nombre de chefs d'entreprise, peut-être un peu découragés finalement, avaient pris leur retraite en disant « bon, j'en ai un peu assez de toutes ces histoires, donc je prends ma retraite et puis ensuite je céderai », n'est-ce pas? Il prend sa retraite et puis il compte céder. Vous voyez, c'est dans l'ordre. Il prend sa retraite et puis il compte céder. Et alors là, dans ce cas, en application du texte tel qu'il existait jusqu'à présent, comme vous savez, il fallait qu'il cède dans un délai de 24 mois. C'était prévu dans le texte de la loi, n'est-ce pas? Or, compte tenu de la Covid, enfin compte tenu de tout ce que vous savez, 24 mois, c'est apparu trop court. Et donc les 24 mois passent à 36 mois, c'est-à-dire 3 ans, mais sous 2 conditions. Reprenons ce que je viens de vous dire. Première condition d'ordre chronologique, l'admission à la retraite précède la cession. On commence par prendre la retraite et puis ensuite on cède, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que puisque ça concerne le passé, en quelque sorte, ça ne concernera que les contribuables qui ont fait valoir leur droit à la retraite, comme l'on dit, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022. Vous voyez, c'est donc pour le passé. 2021, pardon, j'ai dit 2022, non, 2021, excusez-moi, c'est donc pour le passé, pour le 31 décembre 2021. Vous voyez, donc c'est pour le passé, pour régler un certain nombre de questions une fois passées, vous voyez, puisqu'à l'époque, quand on a rédigé la loi de finances, ce qui explique aussi un certain nombre d'autres petites choses, n'est-ce pas, on considérait, enfin les rédacteurs considéraient que la pandémie était terminée. Et donc, c'est ce qui explique aussi l'admission de l'amortissement, disons, pour redémarrer comme ça, vous voyez, puisque la pandémie est finie. Bon, très bien. Ça, c'est le premier texte, n'est-ce pas? Le deuxième texte, c'est les 300 000, c'est-à-dire le 238 quindecies. Alors, je vous rappelle quel est le texte actuel. Lorsque la valeur des biens transmis, substantiellement les incorporels, les biens incorporels sont inférieurs à 300 000 euros, exonération totale, entre 300 000 et 500 000, exonération partielle. Dans la loi de finances, là aussi, 2 aménagements. Premier aménagement pour la location-gérance, le même que celui que j'ai indiqué précédemment, puisque le texte était identique et donc la réforme est identique aussi. C'est exactement la même chose, ce que je viens de dire à l'instant. Le deuxième aménagement, c'est un rehaussement des seuils, n'est-ce pas? Le seuil de 300 000 passe à 500 000, ça fait donc l'augmentation qui n'est pas négligeable, et le seuil de 500 000 passe à 1 million. Donc à moins de 500 000, exonération totale, entre 500 000 et 1 million, exonération partielle. Avec ici une toute petite précision que j'ajouterai qui pourra avoir quelques effets, je pense, n'est-ce pas? Vous avez peut-être remarqué que quand je vous ai dit on est exonéré à moins de 300 000, je vous ai dit lorsque la valeur du bien transmis ne dépasse pas 300 000. Je n'ai pas dit lorsque le prix ne dépasse pas 300 000, n'est-ce pas? C'était volontaire. Hein? C'est-à-dire que le texte parle bien de la valeur. Pourquoi? En effet, quand on vend un fonds de commerce, remplaçons les choses, il y a 2 questions. 2 questions fiscales. Pour le vendeur, la plus-value, mais pour l'acquéreur, le droit d'enregistrement. L'acquéreur doit payer le droit d'enregistrement. Et donc, pour l'appréciation des 300 000 et des 500 000, jusqu'à présent, on renvoyait à l'article sur les droits d'enregistrement. On disait, qu'est-ce que c'est les 300 000 et 500 000? C'est la valeur qui a été déclarée pour le calcul des droits d'enregistrement. Voilà. Or, dans ce cas, vous savez, il faut le rappeler quand même ici, sur les droits d'enregistrement, donc quand on fait une vente de fonds de commerce en particulier, vous voyez, il faut déclarer à part, ça nos amis notaires le connaissent bien, il faut déclarer à part les marchandises neuves, c'est-à-dire les stocks. Ouais, quand on vend les stocks en même temps, les en matière de droit d'enregistrement, ça s'appelle les marchandises neuves. Donc on déclare à part, d'un côté, la valeur des incorporels, la valeur des marchandises neuves, les stocks, parce que ça, c'est soumis à la TVA. La vente des stocks, la vente des marchandises neuves, c'est la TVA. Autrement dit, les 300 000, la valeur dont je parlais, puisque le texte renvoie à la base des droits d'enregistrement, les 300 000 ou les 500 000 jusqu'à présent, c'était uniquement la valeur des incorporels. On ne tenait pas compte éventuellement de la valeur du stock, puisque la valeur du stock, encore une fois, est mise à part. Les notaires connaissent parfaitement tout ceci. Alors le texte change, n'est-ce pas? On ne fait plus référence à la base, au texte sur la base des droits d'enregistrement.
on fait référence, grosso modo, au prix, n'est-ce pas? Même si ce n'est pas explicité comme ça. C'est-à-dire, on en a pas mal discuté dans les débats parlementaires, mais la différence sera très probablement celle-là. Ce qui a été dit dans les débats parlementaires, je pense que le BOFIP ne tardera pas à le prévoir. C'est-à-dire que pour l'appréciation des 500 000 et du million, il faudra tenir compte de la valeur des incorporels, mais aussi de la valeur du stock, la valeur des actifs circulants, puisqu'on ne fait plus référence à cette base, à la base des droits d'enregistrement. Voilà, petit détail, mais en fait, ça peut avoir une certaine importance, bien sûr. Enfin, le troisième texte qui est modifié, s'agissant des plus-values, oui, c'est la vente des parts de société par un dirigeant de PME. C'est-à-dire, vous savez, l'abattement forfaitaire des 500 000. Abattement forfaitaire des 500 000. Cet abattement forfaitaire s'appliquait en principe jusqu'à présent, jusqu'en 2022, et on le prolonge jusqu'en 2024. Voilà, c'était prévisible d'ailleurs. Enfin, bon, donc, vous voyez, un certain nombre d'aménagements qui sont non négligeables, bien sûr, sur ces questions. Alors ensuite, pour terminer, si vous voulez, ce plan des indépendants, le dernier volet de ce plan des indépendants, c'est la formation, comme je vous l'ai dit au départ. C'est-à-dire qu'on souhaite développer la formation des chefs d'entreprise. Alors, il existe depuis déjà longtemps un crédit d'impôt qui est afférent à la formation des chefs d'entreprise. Alors, je vous rappelle ce crédit d'impôt, comment on le calcule, on prend les heures de formation multipliées par le taux du SMIC horaire. Et là, le crédit d'impôt est ainsi calculé avec un plafond de 40 heures de formation par an. Bon. Le succès de ce crédit d'impôt est, disons, mitigé, très mitigé, enfin ça existe. Alors ce que l'on fait cette année, c'est de dire pour les chefs de micro-entreprises, c'est-à-dire moins de 10 salariés, le montant du crédit d'impôt est doublé, tout simplement, vous voyez, doublé pour les inciter éventuellement à se former. Alors évidemment, il y a toute une liste de formations qui sont prévues. Le crédit d'impôt ne s'applique pas pour n'importe quelle formation. Vous voulez faire des formations macramé ou parachutisme ascensionnel, non. Il faut faire des formations qui soient liées à la gestion. Il y a toute une liste, mais enfin, c'est lié à la gestion, la comptabilité, vous voyez, des choses de ce genre, la fiscalité aussi. Donc, c'est lié à ça. Donc, vous voyez, ce plan des indépendants, vous voyez les 4 volets, là, qui représentent, oui, une avancée qui n'est pas négligeable. Pour terminer avec les BICIS, 2 mots sur une question très concrète, très pratique, qui est intéressante. Vous savez, en BIC comme en BNC, quand on est au micro, on peut opter pour le réel, n'est-ce pas? En BIC, on peut opter pour le micro, on peut opter pour le réel simplifié ou pour le réel normal, et puis on peut renoncer à l'option. En BNC aussi. BNC, quand on est au micro BNC, on peut opter pour le réel, c'est-à-dire la déclaration contrôlée, et puis on peut renoncer à cette option. Or, jusqu'à présent, les délais pour opter, pour renoncer, étaient, dans la plupart des cas, étaient le 1er février de l'année, n'est-ce pas? Or, on considère que le 1er février de l'année était trop proche, finalement, du 1er janvier, puisqu'en effet, au 1er février, le contribuable ne disposait pas nécessairement de toutes les informations, comptables en particulier, pour apprécier s'il avait intérêt ou non à opter, s'il avait intérêt ou non à renoncer. Et par conséquent, dans tous ces cas que je viens d'indiquer, option renonciation BIC, BNC, on modifie la date, le 1er février passe à la date de la déclaration, c'est-à-dire début mai. À ce moment-là, on aura plus de temps, on aura plus d'éléments. Donc toutes les dates 1er février passent date de la déclaration. C'est-à-dire c'était le cas des BIC. BIC, c'était tout 1er février. Pour les BNC, si vous avez le cas, l'option, c'était déjà la date de la déclaration, de passer du micro à la déclaration contrôlée, c'était déjà la date de la déclaration, de là ça ne changera pas. En revanche, la renonciation en BNC, c'était le 1er février, donc ça passe là à la date de la déclaration. Voilà. Soit quelques petits détails comme ça ici qui peuvent être intéressants, bien entendu. Alors ensuite, passons maintenant à la TVA, comme je vous l'ai dit. Alors dans la TVA, bon, il y a des choses d'une importance tout à fait relative, je vous l'ai dit, sauf quelques points sur lesquels je vais m'arrêter 2 minutes, n'est-ce pas? Alors, bon, les points marginaux, c'est d'exonérer, par exemple, marginal si l'on peut dire, exonérer les importations de vaccins, oui, des choses comme ça, c'est évident. Jamais personne n'avait pensé pour mettre la TVA là-dessus, mais enfin, il fallait bien le dire quand même, c'est beaucoup mieux. Donc, je voudrais insister sur quelques petites choses très concrètes, très pratiques que l'on peut rencontrer. D'abord, la déclaration d'échange des biens.
c'est-à-dire la DEB. Hein. La DEB, lorsqu'on fait des opérations, notamment des livraisons intracommunautaires, vous savez qu'il faut souscrire cette DEB, déclaration d'échange de biens. Et alors, c'est important de la souscrire car depuis quelques années, la souscription est devenue, je vous le rappelle, une condition de l'exonération de la livraison intracommunautaire. Jusqu'à il y a 3 ans, quand on ne souscrivait pas la déclaration, on s'exposait à une amende. Mais les livraisons intracommunautaires étaient exonérées de TVA. Dorénavant, donc depuis 3 ans maintenant, quand on ne souscrit pas la déclaration, on ne peut pas bénéficier de l'exonération. Vous voyez, c'est donc important. Or, cette DEB avait une même déclaration, si vous voulez, elle avait 2 fonctions. Une fonction statistique qui relève des douanes. Vous savez que c'est les douanes qui font les statistiques du commerce extérieur. Hein. Donc, de temps en temps, les douanes publient les statistiques. Donc, cette DEB servait pour les douanes à faire les statistiques. Et puis, la deuxième fonction de la DEB, c'était la fonction fiscale, c'est-à-dire l'état récapitulatif des clients. Il faut indiquer le nom des clients, leur numéro d'assujetti, de manière à ce que l'administration fiscale puisse vérifier. Autrement dit, cette déclaration, si vous voulez, avait ces 2 fonctions. Alors, ce qu'on fait dans la loi de finances, vous voyez, ne vous y trompez pas, c'est séparer les fonctions. Ce n'est pas supprimer la DEB, hein. On sépare les 2 fonctions. À savoir, les douanes continueront à faire les statistiques. Alors, comment ils feront? C'est en cours. Ils sont en cours là. Ils ont adressé des directives aux entreprises au mois de décembre. Ils vont créer des échantillons d'entreprises et à partir de ces échantillons, ils feront leurs statistiques. Mais du côté fiscal, il faudra continuer, bien sûr, à souscrire l'état récapitulatif des clients, hein, parce que l'article 289 grand B qui le prévoit, lui, n'est pas modifié. Enfin, simplement, on dit qu'il faut le souscrire par voie électronique éventuellement, mais vous voyez, qu'il n'y ait pas de malentendu. Hein. C'est-à-dire, quand on dit qu'on sépare les fonctions, ça ne veut pas dire qu'on supprime la DEB. Vous voyez. Au départ, peut-être certains avaient cru qu'on le supprimait, mais c'était trop beau. Hein, c'était trop beau parce que l'aspect fiscal subsiste. C'est simplement le fait que les douanes feront, vous voyez, leurs statistiques à partir d'échantillons particuliers. Bien, ça c'est donc la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention parce que je voudrais surtout élargir le propos, c'est la question des options pour la TVA. Alors ce qu'on modifie ici, c'est un cas particulier, mais je me permettrai de vous rappeler un autre cas qui est plus récent. On modifie le régime des options pour les banques. Vous voyez, bon, les banques, alors les banques, je vous le rappelle, elles sont exonérées en large partie, notamment pour toutes les opérations de crédit. Elles sont imposées à titre obligatoire pour certaines opérations relativement limitées, de style par exemple des consultations juridiques qu'elles peuvent faire. Et puis elles peuvent opter pour une série d'opérations. Il y a une liste d'opérations pour lesquelles elles peuvent opter. Et alors voilà quel est le problème. Le problème au fond ici c'est celui-là. C'est que l'administration française disait vous devez opter obligatoirement pour toute la liste. C'est tout ou rien, vous voyez. Il y a une liste d'opérations, c'est tout ou rien. Voilà. Alors, ce que fait la loi de finances, suite à une directive, bien sûr, c'est de non, vous pouvez pouvoir opter opération par opération. Ce n'est pas le tout ou rien. Simplement ici, je me permets de vous rappeler que c'est exactement le même esprit qui a présidé à la jurisprudence toute récente sur les options pour les locations. Location de locaux nus, vous voyez. Vous savez qu'on peut opter pour les locaux nus, à condition qu'ils ne soient pas affectés à l'habitation. Jusqu'à présent, l'administration disait, si vous avez plusieurs locaux dans le même immeuble, vous devez obligatoirement opter pour tous les locaux. C'est tout ou rien, vous voyez, là aussi. Et donc le Conseil d'État, vous savez, il y a quelques semaines, quelques mois, a dit non, on doit pouvoir opter local par local. Oui, c'est le même esprit, et donc c'est ce qui est fait. Hein. L'administration a changé sa doctrine, et bien sûr, ce qui est fait, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez donc en TVA ceci. Ensuite, en TVA, je voulais donner en préambule la question peut-être la plus importante, en l'occurrence, c'est celle-là, vous voyez, c'est-à-dire l'exigibilité pour les livraisons. Alors, je vous rappelle, hein, les livraisons, bon, en termes, je dirais, familiers, ce sont les ventes. Soyons tout à fait précis quand même dans le vocabulaire. Le terme livraison, qui est ici dans le Code général des impôts, est tiré du Code civil. C'est-à-dire, la livraison, c'est le transfert de propriété. Alors, pour être tout à fait précis dans le vocabulaire, c'est le transfert du droit de disposer comme un propriétaire. Voilà ce que dit l'article 256 du CG. Dans le transfert du droit de disposer comme un propriétaire, c'est le transfert de propriété. Alors, il se trouve que le fait générateur de la TVA, c'est la livraison, et l'exigibilité, c'est également la livraison. Autrement dit, il n'y avait pas d'exigibilité sur les acomptes. Les acomptes n'étaient pas soumis à la TVA,
pas directement, c'est la différence entre les livraisons et les prestations de services. Les prestations de services, oui, depuis toujours, puisque l'éligibilité, ce sont les encaissements, dont depuis toujours, il y avait la l'éligibilité. Donc là, on ajoute donc ceci, à partir du 1er janvier 2023, il sera donc l'exigibilité sur les acomptes. Comme je le disais en préambule, l'intérêt, c'est d'avancer simplement le droit à déduction, la date du droit à déduction pour l'autre, pour celui qui a ainsi versé l'acompte. Bon, partir encore une fois du 1er janvier 2023. Alors, autre chose, dans la TVA, vous voyez, on précise un tout petit peu, suite à une jurisprudence européenne, on précise un peu le champ d'application, notamment du 5,5, vous savez, sur les denrées alimentaires. Vous voyez. Bon. Alors, vous savez que jusqu'à présent, le taux réduit de 5,5 s'applique sur les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, puisque là, on fait une différence en TVA entre la consommation humaine et la consommation animale, vous voyez, quand même. Les animaux, c'est 10%. Point sur lequel mon chien proteste énergiquement, n'est-ce pas? Parce que je ne voudrais pas me vanter, mais j'ai un chien qui est sans doute un des plus compétents en matière fiscale qui existe en France, puisque depuis que je fais des zooms, il est toujours à mes pieds, donc là, il écoute, il est devenu pointu. Alors, sur les 5,5, vous voyez, jusqu'à présent, on disait, on est soumis les denrées alimentaires. Les denrées alimentaires, ils sont soumis à quelques exceptions près, vous savez, c'est-à-dire les boissons alcooliques n'y sont pas, la margarine non plus, hein. La margarine, ça, c'est pour ne pas faire concurrence au beurre. Le chocolat n'y est pas non plus pour une raison qui reste inconnue. Alors là, plus personne ne se souvient à Bercy pourquoi le chocolat n'est pas à 5,5. J'ai posé la question à quelques vieux de la vieille de Bercy. Vous savez, le genre de type qui est là en poste depuis qu'existe la TVA. Je ne me souviens plus pourquoi. Bref, comme ça. Le caviar non plus. Le caviar non plus n'est pas à 5,5. Bon, là, et alors, on ajoute des choses, vous voyez. On dit dorénavant, les denrées alimentaires dont reste à 5,5 seront aussi à 5,5 les produits normalement destinés à la préparation de ces denrées. Et donc là, il faudra être versé en sciences culinaires. Hein. Je pense qu'il faudra consulter quels sont les produits destinés à la préparation, les ingrédients, je ne sais pas quoi. Et puis aussi, le troisième élargissement, ce sont les produits qui sont normalement destinés à compléter ces denrées alimentaires, les compléments nutritifs. Vous voyez. Alors ces compléments nutritifs, là, il faudra aussi qu'ils nous donnent la liste, les vitamines, je sais pas trop, on ne sait pas trop ce qu'il y a. C'est suite à une jurisprudence européenne, oui, un arrêt de 2020 de la Cour de Luxembourg, qui a dit ces compléments nutritifs, ce sont ceux qui permettent de maintenir le corps humain, de maintenir l'organisme humain. Vous voyez, bon, ça reste encore très très flou, donc il faudra que l'administration nous donne quand même une liste ici. Pour la petite histoire, dans l'arrêt de 2020, rendu dans la Cour de justice, la question qui était posée, vous en concevrez immédiatement l'importance pratique, c'était de savoir quel était le taux de TVA applicable aux aphrodisiaques, aux produits aphrodisiaques, voyez-vous. Est-ce qu'un produit aphrodisiaque peut être à 5,5, n'est-ce pas? C'est une vaste question. Alors la Cour de justice ne se prononce pas. Hein, ils ont tapé en touche, parce que c'était un tribunal hollandais qui leur demandait est-ce que les aphrodisiaques sont à 5,5 et la Cour de justice qui avait dit qu'on pouvait mettre à 5,5, vous savez, les produits qui servent au maintien de l'organisme humain, je viens de vous le dire. La Cour de justice a constaté une chose, a dit que les aphrodisiaques peuvent avoir d'autres effets, lesquels je ne sais pas. Donc elles peuvent avoir d'autres effets, la Cour l'a dit, et donc il semblerait qu'ils ne seraient pas à 5,5, mais la Cour de justice tape en touche en disant puisque c'est vous, le tribunal hollandais, qui m'a demandé si c'était à 5,5, mais débrouillez-vous, essayez de voir si ça c'est un complément. Voilà. Bon, petit détail au passage, vous voyez comme quoi la Cour de justice se prononce aussi sur les grandes questions. Voilà, enfin en TVA, je vous l'ai dit, il y a aussi la question de la facturation électronique qui est donc maintenant officialisée, bien sûr, même si pour ces raisons purement procédurales, on dit que ça doit être ratifié par une autre loi. Alors, quelques mots maintenant, pour les quelques minutes qui nous restent, sur d'abord le recouvrement. Alors, dans le recouvrement, ce qui est fait, c'est de préciser, sans modifier d'ailleurs trop le fond, de préciser certains aspects des procédures de recouvrement forcé. Alors, quelques mots. Et après, on parlera des divorces et de la responsabilité. Alors, d'abord, sur le recouvrement forcé. Il y a d'abord le privilège du Trésor. Vous savez que le privilège du Trésor s'applique sur les biens à caractère mobilier, c'est-à-dire essentiellement les matériels. Hein. Donc le Trésor peut les faire vendre. Alors on ne modifie pas le fond de l'affaire, on modifie la forme, parce que jusqu'à présent il y avait des articles distincts en fonction de la nature des impôts, pour les impôts directs, pour la TVA et autres. Donc on a un seul article, ça sera plus simple à lire déjà. Ensuite, il y a le deuxième, c'est l'hypothèque légale du Trésor. L'hypothèque, c'est sur les immeubles, bien sûr.
Donc l'hypothèque légale pour prendre le Trésor, là il y a une petite modification par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Jusqu'à présent, l'hypothèque ne pouvait être prise que pour les dettes fiscales, pour l'impôt proprement dit. Donc dorénavant, ça s'étend à toutes les créances publiques, pas simplement l'impôt, mais pour toutes les créances publiques. Là, il y a une petite avancée. Ensuite, il y a une petite précision aussi sur une troisième procédure de recouvrement forcé, c'est-à-dire la saisie administrative à tiers détenteur. Vous savez, c'est le système quand quelqu'un a une dette à l'égard d'une autre personne, mais qu'il a aussi une dette fiscale, le Trésor peut saisir cette dette pour qu'au lieu de payer la somme à la personne, on paie au Trésor public, notamment l'employeur. Voilà. Allons à l'essentiel, c'est les employeurs, l'employeur qui doit payer le salaire. Imaginez que le salarié est une dette fiscale. On peut adresser à l'employeur un avis de saisie administrative à tiers détenteur, c'est-à-dire qu'une fraction du salaire, on ne peut pas tout saisir. La loi précise les cas de la fraction qui n'est pas saisissable. Donc, on l'adresse à l'employeur cet avis donc, de saisie à tiers détenteur, ce qui déclenchera deux choses. La première chose, c'est que l'employeur devra verser au Trésor la fraction du salaire ainsi saisie. Et la deuxième chose, dit la loi, mais ça paraît évident, il faut qu'il en avise l'employeur, qu'il en avise le salarié, ça paraît évident qu'ils doivent le faire. Alors la petite précision qui est ajoutée aussi cette année, c'est que cette notification de la saisie, de l'avis de saisie, pourra se faire de manière dématérialisée. Oui, tout se fait de manière dématérialisée maintenant, et par conséquent, on le fera aussi. Ensuite, toujours pour ces questions au fond de recouvrement forcé, disons, il y a une petite précision s'agissant de la procédure de surendettement des particuliers. Vous voyez ? C'est-à-dire que dans les dettes que prennent en compte les commissions de surendettement, il y a les dettes sociales, à l'égard de la Sécu, et puis les dettes fiscales. Et alors, jusqu'à présent, il y avait une divergence entre les deux, à savoir, pour les dettes sociales, la fraction de la dette qui était relative à des pénalités. Vous voyez ? C'est quelqu'un qui avait commis une infraction, donc il a une pénalité. Cette fraction-là, relative aux pénalités, ne pouvait être remise que sur accord de la sécurité sociale. Il fallait que la Sécu apporte un accord. Or, cette exigence n'existait pas pour les dettes fiscales, et donc on le fait. C'est-à-dire que dorénavant, donc, la fraction de la dette fiscale qui est due à des pénalités, notamment les pénalités les plus graves, je dirais, ne pourront être remises par les commissions de surendettement qu'avec l'accord du Trésor public, avec l'accord du comptable public. C'est-à-dire, encore une fois, on aligne le régime du social et du fiscal. Alors, donc, je voulais donner deux mots sur cette quête dans le recouvrement. C'est la question, au fond, de la responsabilité solidaire des époux pacsés. Alors, en effet, rappelons, pour mettre les choses dans leur contexte, rappelons les choses. Les époux mariés ou pacsés sont solidairement responsables du paiement de l'impôt sur le revenu sur les revenus du foyer, l'impôt calculé sur les revenus du foyer, et ils sont également solidairement responsables du paiement de la taxe d'habitation s'ils vivent sous le même toit, ce qui est assez fréquent pour les époux. Donc, cette responsabilité solidaire s'étend même après la séparation, après le divorce ou après la rupture du contrat, la rupture du Pacs. Mais dans ce cas-là, n'est-ce pas, l'un des deux pourra demander une décharge de responsabilité. Alors, comme je vous l'indiquais en préambule, quand on dit l'un des deux, c'est l'une. Plus de 80% des demandes de décharge, actuellement, sont présentées par les ex-épouses. Alors, pour une raison qui est bien connue, n'est-ce pas, et qui est très, très malheureuse en France, c'est les différences de rémunération. Vous savez, la rémunération entre les femmes et les hommes, scandaleux d'ailleurs, par parenthèse, mais enfin, ça n'est pas la question. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve dans des situations, je me souviens en avoir connu quand j'étais au ministère des Finances, des situations humainement très, très, très difficiles. Vous avez une ex-épouse qui a des revenus très faibles et qui avait son ex-époux, lui, a des revenus très élevés. Et donc, parfois, elle se voit attribuer une dette qui n'est pas du tout conforme à ses revenus. Alors voilà, on a prévu donc une modalité de décharge de responsabilité. Alors, il y a un article du CGI qui prévoit les conditions et c'est la précision qui est ajoutée ici dans la loi. Reprenons les conditions d'abord. Il y a 3 conditions pour avoir une décharge de responsabilité. Première condition, il faut qu'il y ait la séparation. Séparation. Alors, la séparation, c'est donc le divorce, c'est la rupture du Pacs. Ça peut être aussi la séparation de fait.
Mais là, évidemment, les choses sont un tout petit peu plus délicates, car en effet, il faut arriver à le prouver. Il faut apporter la preuve qu'il y a bien eu séparation, parce que des fois, on pourrait essayer d'avoir un aspect un peu frauduleux. Donc, mais je me permets d'y insister, de vous le rappeler, ça c'est dit en toutes lettres dans le BOFIP, parce que c'est souvent dans ce cas-là que les problèmes humains sont le plus aigus, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous savez, le cas, c'est ce cas type. Il y a une séparation de fait, l'ex-mari a pris la poudre d'escampette, on ne sait pas trop où il est, l'administration fiscale, disons-le entre nous, ne fait pas beaucoup d'efforts pour le trouver, et l'épouse est là. Elle est là, présente. Donc, on met toute la dette sur elle. On dit, ben voilà, alors, comme elle a des revenus souvent pas très élevés, ça peut être évidemment un tout petit peu dramatique. Parfois, j'ai connu. Donc, première condition, quand même, il faut qu'il y ait une séparation. Deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait de fraude. Oui, parce qu'il existe des divorces fiscaux, figurez-vous. Eh oui. Le divorce fiscal type, c'est pour échapper à l'impôt sur la fortune. Vous voyez ? C'est-à-dire... vous avez un patrimoine commun qui dépasse le seuil, on divorce, le patrimoine est divisé en deux, et chacun des deux est en dessous du seuil, de 1,3 million, c'est QFD. Et d'ailleurs, souvent, parce que comme ils s'entendent bien, par ailleurs, n'est-ce pas, ils continuent à vivre ensemble, mais en tant que concubins. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a dit dans le Code général des impôts que la notion de foyer fiscal pour l'impôt sur la fortune englobe les concubins. Pour ça, c'est pour éviter ces divorces fiscaux. Ouais, ça a été fait pour ça, oui. Heureusement que quelqu'un, pour la petite histoire, oui, c'est que quand on rédigeait les articles sur l'ISF, la loi sur l'ISF, c'est un type qui a fait un article dans le Figaro et qui a expliqué ça, oui. C'est ballot d'avoir expliqué, parce que personne n'y avait pensé, oui. Le gars en question dit « je suis contre l'impôt sur la fortune », bien sûr, c'est pour ça que le Figaro l'a publié. Il dit « mais de toute façon, moi, je ne le paierai pas, parce que je vais divorcer, on continuera à vivre ensemble en tant que concubins. » Tilt, ben voilà, on a mis les concubins dans le foyer. Il ne faut pas trop écrire. Donc, je reviens, deuxième condition, il ne faut pas qu'il y ait donc là. Troisième condition, c'est la condition essentielle, il faut qu'il y ait une disproportion marquée, dit le texte, entre le montant de la dette et la situation financière et patrimoniale du demandeur ou de la demanderesse. Ouais. Alors, apprécié en principe à la date de la demande. Voilà. Alors ici, pour bien comprendre ce qui s'est passé dans la loi de finances, deux mots sur la pratique administrative, hein, pas la loi, la pratique. Dans la pratique, voilà comment ça se passe. Quand il y a une demande comme ça, on commence par regarder le patrimoine. Si le montant du patrimoine du demandeur de la demanderesse est supérieur au montant de la dette, en principe, on lui refuse la décharge. On dit, après tout, vous avez un patrimoine. Donc, deuxième hypothèse, le patrimoine est inférieur au montant de la dette, et là, on regarde les revenus. Alors, c'est ici, vous voyez, que la loi dit apprécier à la date de la demande, mais en pratique, en fait, l'administration apprécie les revenus sur une durée, même de manière évolutive, vous voyez, sur 5 ans. La pratique actuelle, c'est ça, c'est-à-dire, je l'apprécie sur 5 ans. Et donc, la loi de finances, à la demande, je vous lis, de la délégation des droits des femmes, a dit il faut le réduire à 3 ans. Et donc, c'est ce qui est fait. Dorénavant, donc, l'appréciation du revenu, ce sera 3 ans au lieu de 5 ans. Je me permets d'ajouter que si on obtient la décharge, ça ne signifie pas, évidemment, qu'on n'a plus d'impôt à payer. C'est-à-dire que la personne qui obtient la décharge, par exemple l'ex-épouse, je vous dis, en général, c'est ça. L'ex-épouse demeure redevable de l'impôt calculé sur ses revenus personnels, ainsi que l'impôt calculé sur la moitié des revenus du foyer. C'est la moitié, c'est l'article 1691 bis du CGI. Hein. Donc il reste quand même quelque chose. Bon, sur ces revenus, c'est normal. La moitié des revenus du foyer, vous voyez que ça peut poser parfois des problèmes aussi, si les revenus en question sont très élevés et qu'elle a des revenus relativement faibles. Alors ça c'est donc le point essentiel. Alors, 2 mots pour terminer sur le contrôle fiscal. Alors, dans le contrôle fiscal, comme je vous l'ai dit, il y a trois séries de dispositions. La première série de dispositions, c'est la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale internationale. Alors, il y a ici un petit raidissement, je dirais, pour les trusts. C'est-à-dire, d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Oui. Il y a un article du CGI, l'article 123 bis, qui dit ceci. Lorsque on possède, un résident de France, possède au moins 10%
du capital d'une entité financière. On dit le mot entité financière de manière à englober le tout. Une entité financière qui est implantée dans un État à fiscalité privilégiée, c'est-à-dire un paradis fiscal. Alors, le mot paradis fiscal n'y est pas dans la loi, c'est État à fiscalité privilégiée. Alors, il y a une définition légale. Un État à fiscalité privilégiée, c'est un État dans lequel les impôts sont inférieurs de plus de 40% à ceux qui sont en France. C'est un article du CGI qui le dit, l'article 238 grand A. Donc, il faut avoir, quand on a les 10%, dans ce cas, donc, l'associé est imposé sur la fraction qui lui revient dans le bénéfice, même si ça n'a pas été distribué. Même si le bénéfice n'a pas été distribué, on l'impose revenu de capitaux mobiliers, une sorte de présomption de distribution. Voilà. Alors, ce qu'on ajoute ici dans la loi de finances, c'est que lorsque le résident de France a fait un transfert de biens à un trust anglo-saxon, dans ce cas, les 10% sont présumés exister. C'est-à-dire l'administration n'a pas apporté la preuve, c'est au contribuable d'ailleurs à apporter la preuve contraire. Bon, c'est un petit détail, encore que les trusts, c'est quand même quelque chose qui est souvent considéré comme un élément d'évasion fiscale. Ça n'existe que dans les pays anglo-saxons. Donc, c'est une situation un peu particulière. Pour lutter contre la fraude et l'évasion, la deuxième chose, c'est l'introduction en France d'une directive européenne, la DAC 7. Vous savez, il y a plusieurs directives qui portent ce même nom, DAC 1, 2, 3, etc. On est donc à la DAC 7. Alors, dans la DAC 7, il y a notamment le pas en avant par rapport à ce qu'on avait précédemment, c'est la possibilité de faire des contrôles conjoints avec d'autres États. C'est-à-dire concrètement, vous voyez, imaginez par exemple une société mère qui est en France, la filiale qui est en Allemagne, eh bien on pourra faire le contrôle conjoint de la mère et de la fille, mais c'est-à-dire que des agents de l'administration française pourront participer au contrôle en Allemagne, et évidemment vice-versa. Vous voyez, donc c'est une avancée ici. Il n'y aura pas sans doute des millions et des millions de gens, mais enfin, il y en aura sans doute qui seront concernés par ça. Parce qu'encore une fois, si vous avez des relations mère-fille, par exemple, ou des relations entre deux sociétés situées dans deux États différents, eh bien, il faut les contrôler toutes les deux, sinon c'est trop facile d'échapper. Oui. Donc, contrôle conjoint. Alors ensuite, je vous le disais, l'aggravation de certaines amendes. Alors, il y a d'abord ce que je vous ai indiqué au départ, c'est-à-dire l'aggravation des amendes pour opposition aux visites domiciliaires, c'est-à-dire en fait, ce que je vous disais au départ, ce qu'on vise, c'est ça, c'est le fait qu'on s'oppose en fait à l'ouverture de l'ordinateur. C'est très fréquent, c'est pour ça qu'ils augmentent les amendes, en particulier, donc l'amende pourra aller jusqu'à 50 000 euros. Et puis il y a, sur les sanctions, deuxième petite chose, concernant les ventes sans facture, les opérations sans facture, voyez-vous. Alors, sur les opérations sans facture, rappelons le point, la situation. L'amende pour une vente sans facture, c'est 50% du montant de la facture, ce qui peut faire beaucoup, bien sûr, si la facture est lourde. Mais il y a une deuxième hypothèse, une amende simplement de 5%, dont 50% c'est la norme, c'est le principe, sauf 5% dans le cas... Il n'est pas si fréquent, mais enfin, ça peut arriver. Dans le cas où on a fait une vente sans facture, mais l'opération a été comptabilisée. Et donc, l'administration a pu la vérifier. Donc là, l'amende n'est que de 5%. Voilà. Alors, ce qui est arrivé ici, c'est que cette disposition, notamment les 50% en fait, a fait l'objet d'une QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité, qui a été jugée par le Conseil constitutionnel au mois de mai dernier, au mois de mai 2021. Et le Conseil constitutionnel a jugé que ce dispositif était conforme à la Constitution, n'est-ce pas? Parce que ce que les auteurs de la QPC contestaient, c'est ça, en disant c'est pas conforme à la Constitution, c'est trop. Donc le Conseil constitutionnel dit si, c'est conforme à la Constitution, puisque, je vais y revenir dans une seconde d'ailleurs, la lutte contre la fraude ou l'évasion est un devoir de valeur constitutionnelle, dit le Conseil constitutionnel. Mais, ajoute le Conseil constitutionnel, il ne faudrait pas que l'amende prenne un montant disproportionné. Or, ça pourrait être le cas pour les 50%, surtout, bien sûr, 50%, comme dirait la police, ça dépend du montant de la facture, bien sûr. Et donc là, ce que prévoit la loi de finances, c'est un plafonnement de l'amende. L'amende de 50% sera plafonnée à 375 000 euros, tout de même, c'est un plafond tout de même significatif, et l'amende à 5%, elle, sera plafonnée à 37 500, c'est proportionnel, bien sûr. Donc c'est conforme à la Constitution, c'est ce qui est le point essentiel, mais bon, avec ce plafonnement qui peut... Ensuite, et terminons là-dessus, sur le droit de communication. Le droit de communication, il y a deux choses. Vous savez que l'administration peut adresser son droit de communication notamment
aux opérateurs sur Internet, aux opérateurs de communication électronique, ce qui est évidemment une atteinte un peu à la vie privée. Et donc, pour limiter un tout petit peu quand même les atteintes à la vie privée, l'on dit que dorénavant, l'administration ne pourra exercer son droit de communication que pour la recherche d'infractions les plus graves, c'est-à-dire en réalité les infractions qui pourront donner lieu à des poursuites pénales. Voilà, c'est ça pour les. Il y a une liste des sanctions, enfin des infractions, mais enfin en fait c'est ça. La deuxième chose, pour en terminer complètement, c'est qu'on crée un nouveau droit de communication. Alors à l'égard des greffiers des tribunaux de commerce, n'est-ce pas? Les greffiers des tribunaux de commerce, ils ont des renseignements, mais ils connaissent beaucoup de choses. Et donc la loi de finances dit que les greffiers peuvent transférer à l'administration les renseignements qui seraient susceptibles de dissimuler, par exemple, une fraude ou une évasion fiscale. Oui, j'ai souligné oralement le verbe qui est utilisé, peuvent transférer. Donc ce n'est pas une obligation. Et oui, il faut comparer ce droit de communication nouveau des greffiers et tribunaux de commerce avec le droit de communication qui est prévu d'ailleurs dans un article tout à fait voisin du livre des procédures fiscales, l'article 100 et 101 du LPF, le droit de communication à l'égard du parquet. Pour le parquet, il est dit le parquet doit transférer à l'administration fiscale les renseignements. La nuance, hein, le parquet doit. Les greffiers peuvent. Voilà, c'est un petit détail, mais évidemment, ce serait raisonnable. Voilà, je crois qu'il est à peu près la demi. Très bien. Bon, ben, voilà, on va arrêter là et donc on va passer aux questions s'il y en a. Hein. Merci, professeur. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. S'il y a des questions dans la salle, d'abord, oui, ce sera peut-être le plus simple. La première est la plus dure à poser. Ah oui. Oui, j'aurais peut-être plus que des questions, deux, trois remarques. Oui. La première, ça concerne l'exonération des ZRR, Oui. qui peut être reprise dans le cadre d'une cession d'activité, Oui. qui peut poser de plus en plus de problèmes compte tenu de l'ancienneté du dispositif ZRR. Oui. Puisqu'aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir si le prédécesseur a pu bénéficier de l'exonération, sauf que si oui, on a eu voilà, plusieurs sessions entre-temps, Bien sûr. comment fait-on, hormis faire un rescrit Il y fiscal avait la question, en plus, pardon, la question de transfert familial. Ça ne vaut qu'une fois. Voilà, Ça ne vaut qu'une fois. donc c'est vrai que c'est Oui. une difficulté Oui, dans le Conseil et Oui. on doit solliciter l'administration. C'est une difficulté, le Conseil, parce que vous savez qu'il est interdit de faire la reprise familiale, sauf une fois. Cette génération, pour une fois, oui. On peut, ça a été fait, ça a été il y a 3 ans, comme ça, une discussion épique au Parlement, n'est-ce pas? Parce que c'était interdit de faire la reprise familiale, vous voyez. Et donc, là, finalement, on dit non, il faut qu'on puisse faire la reprise aux enfants, à tous les enfants. Et leur discussion épique, hein, l'administration dit, oui, imaginez qu'ils aient 5 ou 6 gosses, ils vont pouvoir en bénéficier comme ça, ils vont transférer au premier, à l'aîné, au second, tout ça, donc ça vaut qu'une fois. Non, mais vous avez raison, c'est que effectivement, il faut suivre un peu l'historique, hein, et c'est pas toujours aisé, oui, vous avez raison. Alors, ma deuxième remarque, c'est concernant la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés pour les entreprises individuelles, où vous avez fait l'historique effectivement de l'EURL, de l'EIRL. Et effectivement, on peut se dire l'impôt société, comme son nom l'indique, a été calibré sur les sociétés avec la dualité suivante, à savoir partage entre rémunération et bénéfice. Et oui. Or, dans une entreprise individuelle, l'intérêt de l'entreprise individuelle, c'est que le résultat, que l'entrepreneur le prenne ou ne le prenne pas, en termes de prélèvement de trésorerie, reste toujours le même. Et donc, on a cette simplicité de base de calcul de l'impôt sur le revenu et de la cotisation. Alors, simplicité certes, mais qui crée des difficultés derrière quant à la variation. Et effectivement, l'option impôt société nous crée une complexité, en tout cas pour l'exploitant, d'arriver à séparer sa rémunération de ce qui va être du bénéfice distribué. Et je pense que cette nouvelle et énième option ne résoudra pas cette problématique-là et fera que, comme le IRL, sans doute, on aura vous avez raison. Là, je crois que le fait, c'est possible, maintenant c'est prévu. Je suis de votre avis. Je pense que ça sera quelque chose de relativement marginal. Les jeux IRL, je vous l'ai dit, ont fait un flop. Et là, bon...
L'option pour l'IS, pourquoi pas. Enfin, alors, la distinction entre le résultat, le revenu distribué, c'est vrai que ça sera un peu délicat parfois. Rappelons quand même quelques points, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le patrimoine professionnel, qui désormais existera, même sur le plan juridique, dans les mesures où la loi sera votée, le patrimoine professionnel se matérialise quand même par le bilan. C'est ça le point essentiel, oui. Le bénéfice BIC, c'est le bilan. Enfin, c'est ce qui résulte du bilan. L'entreprise individuelle, au fond, du point de vue comptable et fiscal, elle est délimitée par le bilan. Vous voyez. Quant au revenu distribué, et le texte le dit bien, le revenu distribué, c'est les revenus distribués officiellement ou officieusement. Vous voyez, il peut y avoir distribution occulte, autres. Voilà. Donc c'est tout le revenu distribué. Je ne crois pas que ça sera un succès mondial. Je dirais, il n'y a pas des millions de gens qui vont en bénéficier de ça. Je n'ose pas dire que c'est un gadget, mais enfin, je ne crois pas qu'il y en aura énormément. Ce qui n'est pas un gadget, ce qui est intéressant, c'est le projet de loi. Le projet de loi lui-même qui permet de séparer les patrimoines. Ça, c'est intéressant. Le gros problème, ce sera, parce que ça est historique, je vous ai fait le petit historique très rapidement, le problème, c'est le banquier. Voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas besoin d'avoir un emprunt bancaire, on peut tout faire. Hein. Si on a besoin d'un emprunt bancaire, je vous ai dit le flop, le fait de rendre insaisissable la résidence principale, ça fait un flop. Évidemment, c'est le banquier. Si on était banquier, on ferait pareil, hein, tout le monde. Hein, mais oui, mais vous savez ça mieux que personne. Vous êtes en URL. Si l'URL a besoin d'emprunt, on dira oui, c'est une société, ça n'a rien à voir avec mon patrimoine. Là, le banquier dira ça a tout à voir, oui. Donc ça, c'est le gros problème, c'est celui-là. Le gros problème, c'est le problème du banquier. Ça, je me souviens de toutes les discussions épiques qu'il y avait dans les années quand on a fait l'insaisissabilité de la résidence principale. C'était ça, là. Ça a été ça la grande question. Là. Je me souviens à l'époque. Faisons un bref historique, rendons à César ce qui lui appartient. C'était à l'époque un ministre qui était très, très axé là-dessus, je ne sais pas si vous vous souvenez de son nom, Alain Madelin. Et Madelin était très, très partisan de l'entreprise individuelle. Et là, le problème, ça a été ça, c'est-à-dire, oui, bon, tout ça est très bien, sauf si on a besoin d'un emprunt bancaire. Voilà. Si on n'a pas besoin d'emprunt bancaire, oui, monsieur. Cela dit, alors, un petit clin d'œil historique comme ça, hein. Le petit clin d'œil historique, on peut dire une entreprise individuelle à l'IS, oui, c'est bizarre, hein, c'est bizarre. Notez quand même que jusqu'en 1949, c'était l'inverse. Hein. C'était les sociétés qui étaient au BIC. Comme quoi. Vous voyez, comme pouvait être. L'IS ne date que de 1949. Hein, et donc l'impôt sur le revenu date, lui, de 1914. Donc entre les deux, vous voyez, on avait des sociétés qui étaient au BIC. Comme quoi, vous voyez, encore une fois, pourquoi pas. On a une question sur le fil de discussion. Oui. Est-ce que l'exonération ZRR fonctionne aussi en cas de donation à un descendant direct? Non, il faut qu'il y ait une cession. Donc, la donation serait sans doute quelque chose de possible. La reprise, à condition que ce soit une vraie donation, qu'il faudrait le justifier. Là. Ouais. Il faudrait le justifier. Une autre question dans le cadre du passage de l'EI donc à l'IS. Oui. Est-ce que, en cas d'apport de cette EI à une SARL ou une SAS, est-ce que le régime de report d'imposition de 151 octiès pourrait fonctionner? Oui. Ça pourrait fonctionner. Ça serait ça l'intérêt. Ça serait ça un peu l'intérêt de ceci. C'est-à-dire que dans ce cas, oui, reprenons pour le patrimoine, le nouveau système, hein, les deux patrimoines. Faisons la chronologie du système. Vous avez un patrimoine, vous allez transférer des biens dans le patrimoine professionnel, n'est-ce pas? C'est-à-dire que dans ce cas, vous devez faire un bilan, et vous devez donc inscrire les biens à l'actif du bilan. Cette inscription-là, ça ne génère pas une plus-value. Ce n'est pas un fait générateur de plus-value, n'est-ce pas? La plus-value, elle apparaîtra en cas de cession du bien, au moment de la cession du bien. Seulement dans ce cas, et l'article d'ailleurs de la loi de finances y renvoie expressément, il y a un autre article 151 sexies du CGI, ça s'appelle les biens migrants. Reprenons. Vous avez un bien qui est dans le patrimoine privé, vous l'apportez dans le patrimoine professionnel, vous mettez à l'actif du bilan. Ça ne génère pas une plus-value. On vend le bien ensuite. Dans ce cas, c'est bien deux plus-values qui apparaîtront. Pour la fraction qui est égale à la différence entre la valeur que vous avez mise à l'actif moins le prix d'acquisition, ça c'est une plus-value privée.
puisqu'elle est dans le patrimoine privé. Donc vous avez le régime des plus-values des particuliers. Mais pour l'autre fraction, le prix de vente moins la valeur nette comptable, à ce moment-là, c'est plus-value professionnelle. Ouais. Et ce n'est que pour cette fraction-là que l'on pourrait, par exemple, bénéficier des exonérations pour les petites entreprises. Ouais, ce serait ça le système. Ouais, le système qui est prévu comme ça. Vous voyez, c'est-à-dire, alors, vous êtes le IRL qui se transforme en EURL, comme ça, on retrouve ça. On retrouve aussi le 151 octet, c'est-à-dire le report d'imposition des plus-values. On retrouve le même système, hein, de manière générale. De manière générale, c'est comme ça. Vous voyez, si on prend ce report d'imposition des plus-values, en fait, il y a une petite précision dans la loi de finances sur les sociétés agricoles, mais enfin, rappelons le système. Vous voyez, vous avez ici... Reprenons-le dans son ensemble. Le 151 octiès, c'est l'apport d'une entreprise individuelle en société. Faites un apport en société, vous avez le report d'imposition, à savoir pour les plus-values d'apport sur les éléments non amortissables. C'est donc, elles sont un report d'imposition, ça ne veut pas dire exonération, hein, ça veut dire qu'au moment où on vendra, il faudra calculer la plus-value à partir de la valeur initiale. Les plus-values sur la plus-value d'apport sur éléments amortissables, là, elles sont imposables au nom de la société, avec la possibilité d'étaler sur 5 ans ou sur 15 ans s'il s'agit de construction. Vous voyez ? Et alors ça, ce régime-là de report, vous le retrouvez, la même chose, lorsque vous faites une restructuration de société de personnes. Par exemple, une SCP. Vous avez une SCP qui est à l'IR, donc chacun est imposé sur sa part dans les résultats. C'est-à-dire que chaque associé d'une société de ce genre est fiscalement considéré comme un entrepreneur individuel. Il est un peu dans la même situation. Et donc, s'il y a une SCP qui apporte à une autre SCP, à l'IR, vous aurez le même système, n'est-ce pas, ici. Et alors, maintenant, on l'a étendu, ce système des SCP, on l'a étendu aux sociétés agricoles. Mais vous voyez, si on élargit le propos, on élargit tout le propos, vous avez donc l'apport d'une entreprise individuelle à une société, article 151 octiès. Restructuration des sociétés de personnes, article 151 octiès, grand A. Et puis vous avez la fusion de deux sociétés à l'IS, c'est-à-dire deux sociétés qui sont à l'IS. Vous avez le même système, le report d'imposition des plus-values. Vous voyez, c'est l'article 210 grand A, c'est le régime de faveur des sociétés. Autrement dit, toutes ces restructurations, partez de cette idée très simple, doivent être fiscalement neutres. Toutes ces restructurations sont neutres. Vous voyez, on reporte l'imposition de la plus-value, sont neutres. C'est neutre, c'est-à-dire qu'il faut partir de cette idée, très simple, vous voyez, de bon sens, hein, c'est que quand on fait une restructuration de ce style, d'ailleurs l'IS ou pas d'ailleurs, puisque je vous ai dit qu'il y a les différents cas, on est à l'IS ou on n'est pas à l'IS, dans tous ces cas-là, il ne faut pas que la société absorbée ou que l'entreprise absorbée paie plus d'impôts qu'elle n'en aurait payé si elle n'avait pas fait l'objet de cette restructuration. C'est logique. On peut pas, si vous faites absorber, vous n'avez pas payé plus d'impôts que si vous n'avez pas été absorbé. Voilà, ça c'est logique. Alors vous avez ce système-là, et donc on retrouve ce système-là. Pensez aux biens migrants dans le cas, mais ce n'est pas uniquement dans ce cas-là, vous voyez, dans le cas où vous passez du patrimoine privé au patrimoine professionnel, et ensuite vous revendez. Donc vous avez bien ces deux fractions de plus-value, l'article 151 sexies, auquel la loi de finances renvoie expressément, là, hein, à propos de cette entreprise individuelle. On vous renvoie à l'article en question. C'est celui-là, vous voyez, les biens migrants. Je vous propose qu'on parle un peu de TVA. Ah oui, toujours. Vous avez parlé des produits destinés à l'élaboration de denrées alimentaires qui réduisent, ils se trouvent réduits en taux de TVA. Oui. Et donc tout le monde agricole quant à la production et à l'élevage, donc ça veut dire toutes les acquisitions de consommables à destination de ces animaux passent à 5,5. Oui, alors c'est consommable par les animaux, non, on serait à 10. Pour la denrée alimentaire destinée à la consommation animale, ça c'est à 10. C'est-à-dire le 5,5, c'est les produits qui servent à préparer les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine. Mais ça peut être des produits agricoles, bien sûr. Ce sera des produits agricoles. D'accord, donc tout ce qui concourt à l'élevage et à l'alimentation des animaux reste à 10. Oui. Et c'est le même système. C'est-à-dire qu'on distingue les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine et les denrées alimentaires destinées à l'alimentation animale. Et alors, le texte est le même, sauf que les produits alimentaires destinés à l'alimentation, vous avez les denrées alimentaires, les produits destinés à la production de ces denrées alimentaires, les produits à complément des denrées alimentaires, mais on reste à 10. On reste à 10 pour l'aliment. Ça n'est pas changé. Et pour l'instant, on n'a pas changé non plus. Vous savez, le fait que
on fait une distinction pour les animaux, entre les animaux de compagnie, les autres. Vous savez, il y a toute une série de distinctions à faire. Cela, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est ce que je vous disais, la définition. C'est tout. Pardon. C'est tout, les trois choses. Vous voyez. Jusqu'à présent, on ne parlait que des denrées alimentaires. Maintenant, on dit les denrées alimentaires, les produits qui sont normalement destinés à les produire et les produits qui sont normalement destinés à les compléter. Voilà. C'est ces trois choses qui changent. C'est cette définition qui change, mais pas le champ d'application. C'est simplement ces trois choses-là. Votre question? Allez. Une précision, s'il vous plaît. En cas du régime du départ retraite, exonération oui. de plus-value, oui. Si j'ai bien compris, le principe reste celui de l'exonération si la cession se fait 2 ans après la prise de retraite ou 2 ans avant. Voilà. Et les 3 ans, ce n'est qu'une exception. Voilà, parfaite. Une exception avec les deux conditions. Conditions d'ordre chronologique, c'est-à-dire le départ à la retraite précède la cession et l'admission à la retraite 1er janvier 2019, 31 décembre 2021. C'est une exception. Voilà. Non, a priori, sauf si on le modifie, mais en l'état actuel des choses, non. C'est le passé. C'est pour le passé, non pas pour l'avenir. Pour le modifier plus tard. Hein. Mais tout le reste, non. Pour les 24 mois, alors quand c'est en l'ordre inverse, là, on le retrouvera. On ne modifie pas le système dans ce monde. Il faut que ça soit précède, qu'on précède, oui, que ça précède, même pour les 500 000 d'ailleurs, qu'il faut que ça précède, voilà. Mais c'est très cloisonné, très délimité. Hein. C'est pas les 36 mois, c'est pas général, c'est uniquement pour ces cas-là, oui, très cloisonné. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Pas de questions. Donc, il me reste à vous remercier au nom de l'Association départementale des experts comptables du Tarn, du barreau de Castres et d'Albi pour les avocats, du centre de gestion agréé du Tarn, de la Chambre de commerce et d'industrie du Tarn. Voilà, merci à ceux qui se sont déplacés, merci à ceux qui nous ont regardés sur Facebook et à l'année prochaine. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Il faut remettre les instruments, là. Ah oui. Oui, ça. Allez.